Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bien le bonsoir. On a pris une décision avant de commencer l'enregistrement. Oui, toi et toi aussi. Toi, fan des Injustes. Mais pas toi. Ben, pas toi. Non, toi, t'es laid. Toi, on t'a pas inclus. Non, toi, t'es laid. Haut de toi. D'ailleurs, paye sur stop. Mais pour les autres, vous trouvez que vous n'en avez jamais assez d'Injustes? C'est-tu moi où on s'en vient avec beaucoup d'épisodes rapidement? Ben, je pense que la fin du mois d'août a fait en sorte que oui, ça va valoir la peine. Oui, puis on faisait le listing. D'abord, on va énumérer les raisons pour lesquelles on va en faire plusieurs. On va faire lui d'aujourd'hui. On a quelques sujets en banque, des poisons comme d'habitude, des suggestions de lecture, de films, etc. Mais la semaine prochaine, il y a un gros événement. Le DC Fandom. Oui, qui on remplace... parle jamais de DC. Non, c'est ça. On n'est pas les experts là-dedans. Et veut pas, ça remplace un peu leur présentation de San Diego, c'est ça? Oui. C'est leur Comic-Con à eux, si on veut. Exactement. Puis, coudonc, aidez-moi, là. Faites-moi pas juste parler de moi. Il quoi? va y avoir quoi dans le DC Fandom? Pourquoi c'est important qu'on le suive? C'est parce que de un, ça va parler autant de la bande dessinée que de leur série TV et de leur film. Exact. Puis il y a des grosses annonces, des bandes annonces qui sont attendues. J'en ai que les rumeurs, c'est... En ce moment, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a un film qui va être annoncé, ça on le sait, mais on ne sait pas c'est quoi. Là, il y a des rumeurs qui veulent, est-ce que ça va être un nouveau Constantine, probablement un Green Lantern, ou peut-être l'annonce de la série télé sur HBO de Green Lantern. Possible. Sinon, on sait qu'on va voir probablement des images du nouveau Batman. On va avoir beaucoup de trucs sur Wonder Woman aussi. Suicide Squad. Suicide Squad, fort probablement. Suicide Squad, ce qui est cool, c'est que presque tous les acteurs vont être là avec James Gunn et ils vont présenter qui fait quoi dans le film. Mais on a un double feature avec Suicide Squad parce qu'il y a le jeu de Rocksteady aussi qui va être annoncé avec la première bande-annonce pendant le fandom. Et il y a aussi un teaser qui est sorti aujourd'hui sur un nouveau film, un nouveau jeu de Batman qui pourrait s'inspirer de Carnival avec WB Games, donc ça pourrait être intéressant aussi. Oh, je vous prends ça par surprise. Ben, moi, les dernières nouvelles que j'avais de WB Games, Microsoft était sur le bord des acheter, mais ça s'est tombé à l'eau, puis les studios ne savaient plus qu'elle existait encore. Ouais. Donc, mais là, il y a eu un teaser aujourd'hui d'un jeu qui pourrait ressembler à Carnival. Ça peut être intéressant, parce que ce qu'on a eu pour le jeu de Rocksteady, qui est ceux qui avaient fait les jeux d'Arkham, ça va être un jeu de Suicide Squad qui s'appelle Suicide Squad Kills the Justice League. Et l'image qu'ils nous avait montrée pour nous le présenter, c'est Superman de dos avec une mire sur la tête et Suicide Squad dans le logo. Donc, intéressant. On s'imagine que ça va rocker. Et il y aura beaucoup de choses aussi concernant les comics. D'ailleurs, on va y revenir parce que ça va faire... Dernière petite chose. Oui. Aussi, ce qui est cool, le réalisateur de Shazam et qui est aussi réalisateur de Shazam 2 et Zachary Levi qui joue Shazam vont être là, ainsi que Dwayne The Rock Johnson avec un panel sur Black Adams. Le projet, que ça fait comme une décennie puis qu'on a l'impression que ça avance pas. C'est pas qu'on a l'impression qu'il était supposé commencer à le tourner pour une couple de mois. C'est que, mais là, c'était la bonne... Mais c'est vrai qu'on a entendu parler longtemps. Ils l'ont confirmé, c'est supposé de commencer à le tourner en mois de janvier à les alentours Black Adam. On se le cachera pas, là. Moi j'ai le feeling, si la gang de Black Adams est là et la gang de Shazam, il va probablement avoir genre des mini-crossovers. Puis tu sais, c'est comme déjà écrit dans le ciel que Black Adams, Shazam 2 vont être un petit peu interconnexes, qui vont mener à probablement Shazam 3 avec Black Adam. Non. Est-ce qu'on pourrait tout simplement abandonner Shazam 2 puis tout de suite mettre ça dans le même film? Black Adam, ça fait longtemps que c'est ce projet solo. OK. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant. Ils veulent faire son film, c'était Alone avant. On va voir, là, je sais que Dwayne Johnson, The Rock, était... Écoute, on a vu, je pense, l'an dernier au Comic-Con de San Diego, je pense, un dessin de Jim Lee qui représentait The Rock en Black Adams. Dessin qui était superbe en passant, puis ça nous avait tout fait comme... Mais écoute, on n'a même pas encore vu Wonder Woman 84. Et est-ce qu'il pourrait y avoir une annonce qu'on va au direct to DVD ou direct to VOD? Je pense pas avec Warner. T'en penses, Jean-Nic? Je le sais pas. J'aimerais croire que non. Mais c'est parce que c'est pas dans le ring, impossible. On va sauter sur une nouvelle rapide par rapport à ça, parce que c'est quoi, c'est le 1er septembre que Mulan s'en vient sur Disney+. Ça va être un gros test à faire, parce que je suis pas convaincu que sur HBO Max, ils vont pouvoir vendre le film, parce que faut pas oublier que le service de streaming, qui n'est pas comme Disney+, qui n'est pas disponible partout. Non. C'est que HBO Max n'est pas vraiment disponible en Europe, au Canada, c'est que
ils n'ont pas de plateforme pour réussir à le distribuer comme Disney le fait. Parce que Disney, en matin, sur leur plateforme Disney+, ramasse 100% des profits d'un film qu'ils vont louer 40$. Mais louer, acheter, là, parce qu'il va t'appartenir après. Mais si tu attends 5 mois de plus, tu vas l'avoir de base dans ton Disney+. En fait, il y a 2 tests qu'on va vérifier, puis c'est ça qui va être intéressant. Puis ça m'amène même à pourquoi on fait un troisième... Tenet. C'est ça. Pourquoi on va faire un troisième podcast rapidement. Vous avez compris que là, on vous part la trilogie des injustes. Donc, ça commence aujourd'hui avec la partie plate. Ensuite, non, c'est pas vrai, décrochez pas. Revenez-nous au prochain épisode. Revenez juste dans le prochain, vous n'avez rien à prendre dans celui-là. Non, on va commencer avec celui-là, là, notre communauté de l'anneau. Ensuite, dans les 2 tours, vous allez avoir tout ce qui se passe dans DC Fandom. Et dans le retour du roi, on va vous parler de Tenet et de New Mutant, qui, selon moi, est le véritable test pour le retour du cinéma et du box-office. Ça va prendre des chiffres convaincant. Dans la même semaine, je sais bien, ça va avoir Tenet, puis après, ça va avoir Mulan. Parce que Tenet, pour rentrer dans son cash, il faut qu'il pogne du 800 millions mondial. Ouch! Mulan, il faut qu'il fasse au moins 400 millions. Aïe aïe! Alors, qui va réussir? Aucun des deux. Selon les chiffres de box-office actuels, là, genre, je pense que c'est Bob l'éponge qui est sorti la semaine dernière. Puis en ce moment, avec les résultats qu'ils font sans les États-Unis, là, sont à peu près dans tous les autres pays, ils font le quart de ce que le film aurait dû faire normalement en année normale. Fait qu'on en est là. Fait que Tenet, mettons qu'il fait 250 millions au complet, on serait dans ce qui se passe présentement. Moi, je pense qu'ils vont en faire plus. Ça va être la grosse sortie de l'année. C'est un film de Nolan. Je pense qu'il va avoir un beau bouche-à-oreille, le moindrement que le film est bon. Par contre, c'est effectivement tout qu'un test. En fait, c'est une question aussi de combien de temps ils vont le laisser là, parce que les salles vont se remplir rapidement. Là, ça se pourrait très bien qu'on se fasse retourner pour des représentations. Il va falloir qu'ils soient représentés souvent. Il va falloir que... ça, c'est la question aussi que je me suis toujours posée. Qu'il va arriver avec des grosses sorties comme ça, vu que c'est limité dans les salles, est-ce qu'il va y avoir des rabais pour les diffuseurs dans les cinémas, que quand tu t'achètes une diffusion, il t'en donne 2. Que tu puisses au moins la projeter dans 2 salles, parce que tu as la disponibilité de salles. C'est plus une question. C'est un signal que tu envoies par Internet. Là. Tu fais rien que donner un OK de plus sur le projecteur d'un propriétaire de cinéma. Ça t'a rien coûté de plus. Ça t'a absolument rien coûté de plus. Puis tu donnes la chance au propriétaire de dire, ma première salle est pleine capacité, dépendamment de la règle qui est en vigueur dans ton État ou dans ta province ou dans ton pays. Je bascule le reste dans la 2e salle. Parce que va falloir donner toutes les chances. En tout cas, s'ils veulent que ça fonctionne, ils ont tous intérêt. Les studios, les propriétaires de cinéma, les acteurs, tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Fait qu'il va falloir qu'ils fassent pour. Oui, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Parce que si Tenet et New Mutant, dans le cas de New Mutant, ils vont peut-être avoir 1 million de raisons pour dire que ça ne marche pas. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est pas une grosse chance. C'est ça, ils vont s'en sortir. Probablement même qu'ils vont faire plus que ce qu'ils auraient fait en temps normal. Là. On s'entend. Là, je suis presque sûr que c'est un film, même avant la pandémie, il s'était dit ça va être un VOD. Il ne pensait pas le sortir. Puis là, je veux dire, il est ses tablettes pareil, il est tourné. T'as de la merde. Il sort d'un salle, il n'y a rien. Il va aller se battre contre absolument rien à part Tenet. C'est pas juste ça, c'est parce que Disney a un problème. C'est le genre de film qu'ils peuvent pas mettre sur Disney+. C'est qu'ils sont comme fourrés, ils n'ont pas de plateforme pour le diffuser. Non, effectivement, parce qu'ils ne... ils ne fitent pas avec le reste de leur catalogue. Effectivement, parce que c'est un film d'horreur qui est un peu dark, qui à la base devait être pratiquement 16 ans et plus, puis ça diminue un peu, donc il ne fit pas dans le catalogue Disney+, puis Hulu. Hulu, il est disponible juste aux États-Unis. Donc, c'est ça, ils sont fourrés. Donc, c'est la raison pour laquelle vous aurez une trilogie de Tolkien, des injustes dans les prochains jours, parce que je prends pour acquis que c'est des tests qui sont importants, autant dans le monde du comic que dans le monde du cinéma, de voir l'avenir, puis c'est comme le premier signal d'un redémarrage pour cette industrie-là. Fait qu'on va être au rendez-vous pour voir comment ça s'est passé, surtout nous-mêmes être là. Il va falloir y aller, veux pas. Moi, Tenet, j'ai hâte de voir ça. J'ai vu la bande-annonce à la télé. En fait, quand j'ai vu la bande-annonce de New Mutants et de Tenet à la télé aujourd'hui, puis j'ai fait comme OK, là, shit's got real. Je veux dire, il y avait tellement de dates qui circulaient, mais là, ils sont à la télé, les campagnes publicitaires sont bookées, donc on sait qu'ils vont sortir. Là. C'est tellement awesome. C'est l'ancien réalisateur de Batman avec le nouvel acteur de Batman. Ouais, c'est vrai, Robert Pattinson est là-dedans. Ouais. Il y a d'ailleurs une nouvelle qui était sortie cette semaine où il explique comment il avait appris à Christopher Nolan. En fait, comment il avait essayé d'y cacher qu'il prenait un break sur Tenet pour aller faire son audition. C'est quand même assez spécial. Mais j'ai hâte de voir le film, donc on va vous en reparler dans un 3e podcast. Mais on va commencer par notre premier. Puis tiens, je sais qu'on voulait parler de Project Power, mais vu qu'on vient de parler de DC, on va se faire un lien tout de suite, parce que dans le 2e, on va parler de DC Fandom. Puis pourquoi ça devient important pour l'industrie, c'est que cette semaine,
on a failli perdre DC tout simplement, ou... Attends, en fait, non, je vous pose la question. Est-ce qu'on a failli perdre DC ou ça faisait partie du plan depuis le début puis ils vont nous proposer une restructuration qui a de l'allure? Je pense que ça faisait partie du plan de restructuration, mais peut-être pas à ce point-là. Je pense qu'il y a une grosse partie de déception. Ils ont laissé, je pense, la chance aux coureurs, mettons au Black Label et compagnie, de voir si les ventes allaient se stabiliser. J'ai l'impression que ça n'a pas répondu à ce que AT&T s'attendait. Ça fait que le monde qui était sur respirateur artificiel, ils ont débranché un petit peu le fil. Juste expliquer ce qui s'est passé, Jean-Nic. En fait, on a surnommé ça dans l'industrie le DC Bloodbath. Ouais, en fait, il y a beaucoup de têtes chez DC dans le corporatif qui sont tombées pour différentes raisons. Beaucoup d'éditeurs, beaucoup de gens qui surveillaient des lignes aussi. Ça met presque la fin présentement au Black Label, mais aussi à tout ce qui est le côté figurine puis jouets de DC. DC Direct. Ensuite, il y a beaucoup, mettons, d'adjoints à la direction sur tel département qui ont été mis dehors. Beaucoup de restructuration à l'interne, puis surtout, suite à ça, beaucoup de séries qui ont été cancellées. Dans le preview du mois-ci, il y a presque la moitié des séries qui viennent à terme. Oui, mais ça, c'est drôle, parce que moi, je pense qu'ici, on a affaire à une drôle de coïncidence, parce que... il ne faut pas oublier, la coïncidence que Martin veut parler, c'est qu'à la fin de Dead Metal qu'on a présentement, on était supposé tomber sur le 5G de Dan Didio. Exact, le Generation 5. Le Generation 5, là, que finalement, Dan Didio s'est fait calisser dehors à cause de ça, puis de la marque voulait amener là-dedans, puis finalement, sa ligne éditoriale n'avait plus la route. Et ça, c'est tombé. Depuis que Dan Didio s'est fait sacrer dehors, ça, c'était tombé, ça a été annulé, ça a arrêté d'exister. Et là, on se ramasse avec des lignes de super-héros qui suivaient la lignée, c'est Generation 5, que ça marche plus. En fait, tu as des bouts que tu vas récupérer dans certains livres. Là. Je sais qu'il y a un bout de Generation Zero qu'on va récupérer dans un numéro de Batman dans Detective Comics 1027. Et il y a le projet de Luke Fox en Batman qui était supposé prendre la place de Bruce Wayne, qui va peut-être avoir sa série séparée. Une mini-série ou une série. Lire ici, il y avait déjà du travail de fait. On va l'utiliser. On veut pas perdre toute notre tâche là-dedans. Exact. Mais quand je parle de coïncidence, Alan l'a bien expliqué, c'est que, tu sais, on venait, même avec le 5G, à un moment où le statu quo dans DC allait repartir. Là. Fait que, moi, ça n'a pas été une grande surprise de voir que des titres comme Suicide Squad, Teen Titan, Aquaman. Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est Constantine avec Hellblazer. Puis là, ça, c'était des titres qui n'étaient pas supposés arrêter. Là. Ça, dans ma tête, à moi, c'est un échec. Et en fait, surtout qu'on n'a rien pour relancer. Oui, on a beaucoup de séries qui sont cancellées, mais c'est pas comme si le preview nous annonçait 15 nouveaux titres. Là. Présentement, c'est... c'est parce que le problème, mettons, si on prend Young Justice qui arrête au numéro 20, même Teen Titans, parce que dans Young Justice, on voyait ce que ça alignait. On se rendait compte que chaque personnage du Young Justice venait d'une dimension parallèle du DC. Il se rappelait de leurs affaires. Là, tranquillement, pas vite, tu avais le Young Flash qui était là-dedans, que lui, à cause de quelque chose qu'il avait fait, il s'est rappelé de tous les multivers qui existent dans le DC, puis il sait que personne n'est dans l'univers qui existe. En fait, eux autres, là, c'est comme le behind the scene de la crise. Ça fait que si tu prends le Teen Titan, que tu fais la série normale, que mettons, tu as le Red Robin qui est là-dedans, c'est parce que tu as un autre Red Robin qui est encore en vert dans Young Justice. C'est ça, là. Quand tu lis Young Justice, tu as l'impression que tu es dans le behind the scene de la crise, puis tu as aussi la ferme conviction que ça va avoir une fin, que tu vas avoir un arc complet. Alors ça vient... Tu sais, ils ont essayé de jouer ça comme c'est le premier Wonder Comics qui se fait canceller. Oui et non. Oui et non, parce que je suis content que ça ait une fin. Moi aussi. Puis qu'on ait les beaux TP, puis qu'on ait, gars, ça c'était Young Justice. Puis je suis convaincu que Brian Michael Bendis va réussir à avoir son autre team par après. Oui. Quand le nouveau statu quo va être établi, je suis convaincu qu'il va pouvoir revenir. Là, on s'en va vers Endless Winter. Qu'on ne sait pas encore ce que c'est que DC Fandom va peut-être nous emmener des idées. Il y a ça aussi. Je comprends, puis je disais tantôt, il n'y a rien annoncé, mais probablement qu'ils attendent à la fin de semaine prochaine, on va s'en reparler. Tantôt qu'on parlait du Black Label, ça savait pas bien. Hellblazer, c'est un beau signe, sauf qu'il y a même Shane Murphy qui est rentré en mode panique. Oui, c'est vrai, il a perdu son éditeur, lui. C'est les deux. Mark Dole puis Bob Arras, c'était les deux qui étaient en arrière s'aligner. C'était les deux éditeurs dans lesquels il répondait. Lui, il parlait pas à Jim Lee, il parlait pas à Dan Didio, il parlait à ces deux-là, puis c'est pour ça qu'il y avait une grosse liberté. Là, il vient des perdre. Là, il a dit, inquiétez-vous pas, je travaille fort pour garder ma ligne de Batman parce que le Curse of the White Knight vient de finir, la dernière case, là. On veut la suite. Ben oui. Je ne l'ai pas lu, mais je te dis oui parce que je te fais confiance. Mais c'est inexcusable et inacceptable, la défaite de Black Label. C'est complètement inexcusable. Personne n'avait le droit d'échapper ça.
Comment ils ont fait pour échapper à ça? Puis on en a parlé souvent, là. Batman et Joker. Ça a pas de Joker bon et sens. Batman. Joker, Ouais. Harley Quinn, Harley Quinn, Joker, Batman. Puis il y a eu des bonnes idées, là, tu sais, je veux dire, vous n'avez pas capoté sur Jeff Lemire. Moi, j'étais content d'avoir ça. Le Wonder Woman, on s'entend, c'est un petit chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Il aurait fallu qu'il fasse plus Question. de trucs comme The Question, qu'il fasse comme Wonder Woman The Question. Puis qu'il soit y aille avant. chercher des auteurs un petit peu plus à gauche. Tu sais, pas Scott Snyder encore, puis donner encore une série de Batman. Frank puis... Miller. Oh, Ils ont donné Le Superman Year One. La Où est-ce que tout le marde. monde fourre avec des sirènes, là? Asti que c'est mauvais. Si vous avez pas lu ça, là, lisez pas ça d'abord. vrai. Là. Il a fait ça avant Mais de Superman. asti que c'était avant, mauvais. Écoute, Birthright était un chef-d'œuvre à côté de ça. Puis je suis pas un particulier fan de Birthright. Là. Mais C'est ils celui de ont- Mark Wright, là? Ouais. Je suis pas un Mais gros fan. ils ont voulu y aller genre safe. Ils sont allés avec des auteurs qui ont déjà vendu pas mal, tu sais, comme Frank Miller qui vend plus vraiment puis qui est plus vraiment en mode, mais ils se sont dit c'est une valeur semi-sûre. Scott Snyder, tu sais, qui arrive de sa grosse run de Batman, il aurait dû carrément y aller avec des auteurs qui ont tout approuvé, tu sais, qui font comme hey, moi je voudrais t'en écrire une série Batman. Tu me donneras pas Detective Comics, mais j'ai genre un 6 numéros là, dans la tête depuis des années, je voudrais te faire ça. Ça aurait été une belle opportunité. je pense que Mais ils ont tu eu peur. Ils ont Mais dit moi, on s'en mais- vendra pas. Mais, puis- mais moi, dans ma tête, il y avait deux objectifs avec Black Label. Tu avais Superstar sur des personnages superstars, comme ils ont fait avec Schneider puis Frank Miller. Puis tu avais tout le côté. Moi, ils m'ont fait découvrir Stepan Sebjic, ils m'ont fait découvrir Daniel Warren Johnson, ils m'ont Ouais. fait découvrir Jeff Lemire. Non, pas en tout, c'est pas vrai. C'est pas Mais- par là que tu l'as découvert. Pas en tout. Mais tu sais, il y avait cette. Tu sais, moi, je vais toujours me rappeler du feeling quand on a lu Wonder Woman Dead Hurt. Là. Tu sais, je vais toujours m'en rappeler, je vais faire comme. Ouais. Wow. Il Ben, y aurait- le troisième numéro, la finale, Ça ça a pas de n'a bon aucun sens. Mais tu sais, c'est la différence. Quand tu as une lignée qui est faite pour épater puis sortir, aller un petit peu champ gauche, vois-tu, les deux titres que tu as nommés, là, le dessinateur et l'auteur, c'est exactement la même personne. C'est qu'il y a une vision. C'est une vision et c'est un projet personnel. Ouais, exact. Puis c'est à ça que ça devait servir. Tandis que Batman, Last Night on Earth, C'était Capullo puis c'était Schneider. Capullo Schneider, c'était comme la finalité qu'ils n'avaient pas pu faire sur leur série. C'est DC qui leur a fait une fleur. Puis on en remarquera que c'était le seul Black Label qui n'était pas en format prestige. Ah, Puis c'était pourtant, mauvais. il aurait mérité, avec l'art de Capullo, d'être en prestige. Il Mais aurait j'ai été bien plus l'impression beau. que Capullo ne voulait pas travailler sur ce format-là. La seule manière que je les vois revenir, puis ce qui me donne espoir, là, c'est que Black Label, au-delà de ça, c'était aussi leur manière de rebrander Vertigo. Fait que tout ce qui était chez Vertigo, mais qui était dans la continuité classique de DC, là, genre, mettons, les Swamp Thing, par exemple, ou bien du Constantine. Présentement, quand il est réédite, c'est chez Black Label. Et tout ce catalogue-là de Vertigo, tu sais, même si c'est pas nécessairement ce qui vend le plus aujourd'hui, c'est bourré de prix, c'est important pour DC. Ils s'en débarrasseront pas, donc ils vont toujours avoir besoin d'une ligne pour, comme leur BD, plus adulte, un peu plus weird. Et- Fait que, tu sais, si c'est pas Black Label, ils vont changer ce nom, mais ça va continuer. Tu sais, ils peuvent pas se débarrasser de ça. Et là, je me fie sur tes notes, Alan. Je sais pas si tu l'as pris en note. Là, je te prends les culottes baissées. Mais ils ont aussi, dans le move du Bloodbath, monté deux personnes qui venaient de leur aile jeunesse. Oui, je pense que c'est Michelle Wells qui Oui. vient de l'aile jeunesse. Mary Javins, elle, c'est une coloriste, puis Oui. elle a travaillé chez Marvel, je pense, dans le temps, mais tu sais, elle n'a jamais écrit de BD à rien. Là. Elle a toujours été plus en arrière. Là. Et ça, c'est intéressant, le move qu'ils ont fait, parce que ils ont pris conscience que leur aile jeunesse va bien. Oui. Leurs livres qui sont destinés aux librairies, qui sont destinés au jeunes publics. Puis combien de fois on a dit que c'est important d'avoir une nouvelle base de fans? Mais Ouais. c'est pas juste ça, c'est parce que c'est un point qu'on a souvent enlevé aussi des BD qui sont rendus trop pour adultes. C'est parce qu'à un moment donné, les BD commencent à être trop compliqués à lire. Attendez, petite étoile, allez réécouter Les Injustes sur X-Men. Ouais. Ben, Avec Margot Conderfrost qui voyage dans une dimension dans le temps. c'est le problème, effectivement, du X-Men de John Hickman. C'est tellement rendu politique, c'est tellement rendu compliqué. Tu sais, tu as une table avec des conseils, tu as une division qui fait de la vente par bateau puis qui vend des médicaments c'est partout dans le monde. Tu as une autre division qui font ça. Si tu as 14 ans, tu n'as pas de fun, OK? Non, c'est t'as impossible. aucun fun là-dedans. Puis là, c'est le même principe avec... on a deux séries chez DC là, qui ont semi-compris le principe et qui continuent à bien l'entretenir. Chez Batman, toi, tu continues à faire la run qui est le fun. Oui, elle est vraiment le fun. Détective Comics, c'est plus sérieux. OK. Tu as le même principe chez Superman. Tu as Superman de l'autre côté qui fesse partout puis s'explose sans arrêt. Ou bien tu peux avoir Action Comics où c'est vraiment plus Clark Kent, puis plus le côté enquête, puis plus le côté sa vie familiale. Le personnage est séparé en deux, ça fait que tu peux avoir ton gros plaisir ou t'es intéressé à quelque chose de plus sérieux, adulte.
mais le 3/4 des autres comics, c'est toujours ça. C'est parce que Justice League, c'est presque illisible. Ça n'a pas de bon sens. On a perdu Jean-Nic, qui était un fan de DC l'autre fois, à lui expliquer le Year of the Villain. Je pense que les yeux qui ont viré je pense que je vais le jumper Year of the Villain. Je vais faire Dark Knight, Metal. C'est un autre aussi problème que DC a toujours eu, que tout le monde a chialé depuis le New 52, parce qu'il y avait 52 lignes de comics. Il y en a trop. Marvel a encore ce problème-là, mais tranquillement pas vite, on a vu que le COVID a fait... tout leur beau branding de faire nos personnages féminins qui étaient pas plus importants, on va tous leur donner des séries. On a vu que les valeurs, une fois que l'argent est plus là, sac le camp. Ben, c'est clair. Ils ont tous cancellé. Black Cat, Mary Jane, tout le monde a sacré de camp. Là, En fait, il y a une crise du public comme dans tout autre média. Parce que le comic est un média. Puis moi, je le sais, je travaille là-dedans. Là. Et les deux grands n'ont pas su se réinventer. Non, puis non seulement ils n'ont pas su se réinventer, c'est une chose de savoir se réinventer, parce que quand tu te réinventes, tu plais à tes fans réguliers, puis t'en attires d'autres. Mais tu vas perdre les réguliers aussi, mais t'attires des nouveaux. Mais c'est ils n'ont surtout rien fait pour attirer de nouveaux. C'est surtout ça leur problème. Non seulement ils n'attirent pas de nouveaux, mais ils n'ont pas non plus d'école où ils font grandir leurs fans. Ouais. Tu sais, ils ne sont pas capables de faire... De créer leurs fans. Et ça, c'est tellement important, là. C'est tellement important, parce que c'est une tâche qui incombe à 2 personnes. Aux fans que nous sommes, de le transmettre aux plus jeunes, puis on le fait à travers nos enfants, on le fait à travers les conversations qu'on a, on le fait au travers le podcast que vous écoutez, on le fait au travers les rencontres qu'on fait, les suggestions qu'on fait. Et l'autre personne qui est responsable de ça, c'est l'éditeur, de me donner du stock pour me permettre de faire ça. Mais tu sais, je vais retourner avec les BD que je suis pas mal ces temps-ci. Je sais, même l'année passée, j'avais lu le Flash, puis présentement, je suis en train de faire le Green Lantern de Geoff Jones. À la fin des années 90, début 2000, c'était une mission que Geoff Jones t'avait donnée. Chaque personnage qu'il écrivait, il expliquait leur jeunesse, puis il prenait le temps de même expliquer chacun des vilains. Si tu lis sa run de Flash, chaque vilain, c'est comme si c'est la première fois que tu le voyais de ta vie. Exact. Tout est toujours expliqué comme si c'était la première fois que tu lisais la BD de ta vie. C'est que oui, c'était une nouvelle run qui appartenait au numéro 1, mais il prenait le temps de t'expliquer puis de t'en remettre dans le bain. Mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu ça dans le comics? Énormément d'années. Puis même présentement, on parle que d'ici, ça va pas bien, mais il faut pas s'arrêter. Marvel, là, dans pas long, ça va arriver aussi, parce que j'ai parlé des séries qui ont été cancellées. C'est parce que vous savez pourquoi que Marvel, les séries, ils continuaient d'exister, puis ils acceptaient de perdre de l'argent, puis ils s'en sacraient? Les films faisaient du cash, puis pas juste les films. Les theme parks, c'est fucking payant pour Marvel. Et présentement, qu'est-ce qui se passe avec leur theme park? Ils sont vides, puis ils font plus une scène, puis Disney sont en mode panique. Ils paniquent tellement que Mulan sort en direct, en VOD à 40$ de location, parce qu'ils n'ont plus d'argent qui rentre. C'est que leur division comics, en n'ayant plus d'argent qui rentre pour combler leur déficit, d'ici de Noël, là, checker le nombre de séries qui va décalisser. Là, ça va arriver. Là. Puis, attelez-vous, là, si Mulan rentre le moindrement dans son argent, là, Black Widow va suivre. Ah, ça va être instantané. S'il y a S'ils font de l'argent avec, là, ils vont faire fuck that. Ben, regardez, justement, ils veulent tellement pousser là-dedans qu'ils ont crissé à la poubelle leur catalogue de Blu-ray 4K. Oui. Ils veulent que les seuls films 4K qu'ils vont pas avoir de Disney, ça va sur leur service Disney+, à un format compressé de marde. Moi, excuse-moi, un film sur 4K, là, c'est de 30 à 40 gigs minimum, rien que pour l'image, puis il y a 10 gigs pour le son. Excuse-moi, un film de 2 heures en 4K compressé, là, c'est à peu près 8 gigs. Ça fait, dis-moi pas que j'ai la même qualité que sur mon Blu-ray. Puis en plus, les fesses de Daryl Hannah vont être cachées dans ce flash. Mais j'ouvre une parenthèse. Puis tu sais, c'est pas de leur faute, là, c'est pas une pierre que je lance à personne, mais ça arrive à un moment où tu avais 2 films importants avec des femmes. Tu avais Wonder Woman, tu avais Black Widow qui avait peut-être la chance de... Puis tu sais, c'est pas une question c'est pas un complot au ministre, là, mais c'est arrivé vraiment à un moment plate. Ouais. Parce que Black Widow, je sais pas comment ça aurait fait au cinéma. Je sais pas, je suis pas capable de vous dire si ça aurait été un grand succès. Si c'est un grand film, j'en ai aucune idée. Mais on n'aura pas la chance de le savoir, puis ça va être relégué comme un VOD, tu sais. Ouais. Ou peut-être que non, on va peut-être être chanceux, puis les choses vont peut-être se stabiliser, mais on dirait que je vois mal comment ça peut revirer de bord. Puis l'autre chose qu'on a appris, puis ça c'est peut-être une bonne décision pour DC qui ne devait pas faire tant d'argent avec ça, c'est leur division de jouets, là, DC Direct. Ce qu'on comprend avec le deal qu'ils ont fait avec McFarlane, c'est que... et je pense qu'ils se sont rendus compte que leur ligne DC Universe, même présentement, moi je fais la ligne de DC Universe de Shane Murphy, de son White Knight. Mm-hmm. Sérieusement, les figurines sont belles. Ils sont pas chères. Ils sont à 25$. C'est des figurines de 7 pouces avec 25 points d'articulation. En même temps, ils se débarrassent de tout un département
qui n'est pas tant nécessaire parce qu'ils n'arrêteront pas de faire des produits. Tu sais, ils vont donner ça à contrat à Mattel, à Sideshow, à McFarlane Toys. Alors, tout le monde va en avoir encore un peu. Le point, par exemple, qu'il disait, c'est que attendez-vous à payer peut-être un peu plus cher pour ce qui est des statuts. Oui. Parce que là, vous allez faire affaire avec des studios qui ne donnent pas le statut. Je parle de Sideshow, là, en bas de 200$. Là. Ouais, Sideshow, mais même la compagnie avec laquelle c'est ton Stéphane Chizy qui veut faire affaire. Là. Les autres, ils font des belles figurines. J'y suis sur Instagram. Ils sont belles, leurs figurines. Je ne voudrais pas les payer. Non, ils sont chers en tabarnak. Mais il y a un public pour ça. Il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour ça, puis ils ne peuvent pas se départir complètement de ce marché-là, mais ils peuvent se départir de tous ceux qui travaillent là-dessus, puis qui, finalement, mettaient juste une compagnie de plus dans le pool des compagnies qui font ça. Ouais, ça leur faisait être une branche de plus à gérer. Là, exactement. Puis, tu sais, étaient-tu si rentable que ça? Tandis que là, ils peuvent continuer avec moi, ce que j'aimais beaucoup de leur ligne, de leur ligne, c'est qu'ils ne faisaient pas juste des statuts. Comment je pourrais dire, de ghostwriter. C'était souvent des lignes de dessinateurs qu'ils avaient dans leur bullpen. Exemple, il y a une série avec Joel Jones, il y avait une série avec Amanda Conner, il y avait une série avec Jim Lee. Il faisait pas rien que sortir des boulamites des vieilles affaires. C'est ça, il faisait pas juste genre, wow, une statue de Batman. Ouais. C'était genre une statue de Batman faite à partir d'un dessin de Greg Capullo. Ça, c'était cool. Là. Ça, honnêtement, c'est hot en crime. Moi, j'ai une statue d'Iron Man en haut, elle est faite par Fuck All. Là. Marvel, ça fait longtemps qu'il s'est donné d'avoir plus de l'eau, mais ça, ils ont quand même des bons produits. Va faire un tour au Walmart, puis check leur section de jouets. Là, t'amènes un enfant là-dedans, puis compare les jouets de DC puis de Marvel. Ben, je sais pas, au Walmart de Chicoutimi, il y en a pas. Non, je parle avant janvier, là. Mais c'est drôle que tu amènes Walmart dans la discussion, parce que DC, rappelez-vous, ils ont fait un test l'année dernière en distribuant des produits exclusivement. Puis là, ce qui est en train de se passer, ce côté-là, on ne l'a pas évoqué, là, mais le côté du papier qui sort numéro par numéro, on est peut-être en train de vivre la fin de ça chez DC. Moi, mon feeling, là, c'est que si tu veux lire, mettons, à la semaine ou au mois, tu vas lire digital, puis après ça, ils vont publier en print. Puis je pense que l'objectif avec Walmart, là, ça a été concluant. Ils ont fait de l'argent. D'après moi, ils vont continuer avec ça. En fait, c'est sans dire qu'on était des devins, les moves qu'ils ont fait dans la dernière année, excluant la COVID, là, le deal avec Walmart, le deal avec McFarlane Toys. Tu avais déjà des indices qu'ils testaient des choses. Oui, mais c'est pas grave. C'est parce que leur ligne principale va rester sur papier. Parce que même présentement, là, ils font une couple de Digital First. La troisième série sur DC's, elle va être en numérique first. Présentement, la série de la femme de Sean Murphy qui fait cover sur Harley Quinn, il y a du Digital First aussi là-dessus. Sauf que leur Batman et leur Superman, les gros vont toujours rester en papier printé. Parce que, veux pas, tu as besoin de quelque chose de tangible, physique, quelque part, puis il faut que tu puisses exister. Puis si tu enlèves le marché du comic book shop, si tu tues tes comic book shop, là, tu tues ta publicité. Non, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un désir de faire un mot vers les librairies, Oui, mais c'est parce que, encore là, les librairies, là, c'est parce que... Le problème, ça va être l'inventaire. Ça va être pas juste l'inventaire, c'est que ça va être le prix, ça va être la distribution, puis ça va être comment ça va être géré. C'est parce que si t'as pas une librairie indépendante qui veut gérer ça, là, ça va être un free-for-all. On n'aura pas de librairie, mettons, ici, indépendante au Saguenay, là, mais je suis convaincu que j'irai là-bas, puis je voudrais avoir la run de James Tynion 4, puis j'y parlerais de lui, puis le gars me regarderait, comme de la poésie. Non, ils ont un rack, là. Je suis allé récemment. Ils ont un beau rack, mais tu sais, c'est disparse. Tu sais, tome 2, mais en fait, 4, je veux, pour avoir travaillé dans le domaine, ça va changer parce que les distributeurs restent les mêmes. Un coup que tu as les titres de DC, mettons que c'est Random House qui distribue, ils ont tout le catalogue. Je veux dire, Random House se faisait approvisionner par Diamond. Là, ils vont être approvisionnés par Luna ou peu importe lequel et l'autre. Mais ça ne change pas. Oui, ils ne tiendront pas en stock, mais du moment que tes comic book shops ferment, ces gens-là vont aller vers les librairies. Je veux dire, si tu veux continuer à lire du comic, tu vas aller soit chez Amazon, soit tu vas aller voir ta librairie de quartier. Puis là, ils vont commencer à conseiller chez Amazon parce que soit dans ta librairie de quartier, tu n'auras pas de référent. C'est ça le problème. Tu vas magasiner ton comic, puis tu n'auras pas de référent, puis on sait tous qu'est-ce qu'un employé qui est payé au salaire minimum à 15 heures semaine, qu'est-ce qu'il fait qu'il ne connaît pas quelque chose, il tire ça dans les tablettes. Ouais, mais là, non, mais j'ai un gros jugement là-dessus. Moi, non, je veux juste, c'est parce que là, tu idéalises beaucoup les comic shops, mais pour en avoir fréquenté beaucoup, là, j'ai aussi fréquenté les comic shops où c'était des hosties de puristes de marde qui m'envoyaient presque chier, OK? Ça aussi, t'as l'impression de les déranger. Tu rentrais dans la place, là, puis si tu savais pas c'était qui le troisième Robin de la run de Geoff Jones en 1988, là, ben t'étais un hostie de
de mongol, puis t'avais pas d'affaire à acheter ici. Puis tu sais, je veux dire, en même temps, il n'y en a pas de comic book shop ici. Là. On est au Saguenay. Puis tu sais, il n'y en a pas au Lac, il n'y en a pas au Saguenay. Le plus proche, c'est Québec. Fait que, tu sais, à Montréal, là. On fera pas semblant que ça va être là éternellement. C'est Anecdote, là. Montréal, là. Puis je nommerai pas la place, là. Mais je pourrais le faire, je le ferais pas, là. Tu rentrais là, c'était un anglo là, qui cassait son français, là. Puis quand tu rentrais là, t'arrivais puis tu vidais ta case, là, et t'avais droit à un jugement sur chacun des comics qu'il y avait dans ta case. Genre, ça c'est mauvais. Tu lis ça? Hey, Chris, si j'avais pu le couper avec un paper cut, là, je l'aurais fait, là, tu sais. Fait qu'à la limite, là, je dis pas que c'est ça pour tout le monde, là, mais que le petit boutonneux dans la librairie sache pas ce que je lis, là, m'en tabarnak, là. D'abord qu'il l'a. Tant qu'il peut me le commander. Mais au pire, ça va retourner à ce que ça a déjà été. C'est que le format single, tu sais, il y a une vingtaine d'années, tu peux l'acheter au Archambault, ton single. Oui, puis c'était des dépanneurs. Parce que l'avènement des comic shops, c'est fin des années 70. C'est le direct market qui a tout changé, ça. C'est fin des années 70, parce qu'avant ça, c'était nous, on ne l'a pas vécu, ça, mais c'était les présentoirs tournants là, que tu avais à l'intérieur des dépanneurs, que tu avais à l'intérieur sinon, après, ça a été des dépanneurs, parce que si tu allais même des tabagies des années 90, le direct market n'était pas encore écrit, ces comics. Non, effectivement. Il y en avait. Il me semble que la tabagie du Royaume, quand elle est là, il y avait du comic. Il y avait du comic. Tu pouvais pogner une coupe de comics, effectivement. T'en avais même des dépanneurs quand j'étais kid. C'est ça, des dépanneurs. Hey, les premiers numéros de Spawn, j'ai feuilleté au Archambault. Ben oui. Ça a commencé là parce que les comic shops, c'est vraiment fin de 70, début 80, quand on a commencé à se spécialiser avec comme tu t'en parles du direct market, puis qu'on a commencé à avoir des boutiques plus spécialisées avec des gens qui connaissaient ça. Puis, tu sais, j'ai fait une sortie, une montée de lait tantôt, mais il y a aussi des comic book shops où on m'a aidé à naviguer là-dedans. Là. Tu sais, moi, à chaque fois qu'on va à l'Imaginaire ou à Première Issue, on est super bien reçus. Là. Mais même ces temps-ci, je fais beaucoup de transactions là, par Internet avec Comic Hunter. Je fais tout ça par Messenger sur Facebook. Puis sérieusement, là, c'est incroyable. Marc, on y a parlé une couple de fois. Puis il est super sympathique. Puis sa boutique est bien tenue. Là, puis à Montréal, il y en a plein de beaux comic book shops. Laval, Comic Heroes. Moi, je suis allé là durant mes vacances. L'année passée, ou 2 ans, j'ai acheté une super belle figurine parce qu'elle était ouverte. J'ai même utilisé l'application mobile de Librairie Z. Oui, j'ai réussi à trouver mon Superman Up the Sky numéro 3 là-dessus. Captain Québec aussi. C'est super fonctionnel, ça. Pour acheter en ligne à cette heure, on a tellement de possibilités, c'est merveilleux pour ça. Petit clin d'œil nostalgique. Notre ancien collègue Pat qui avait sa boutique. Moi, Pat, je commençais à lire du comic américain, puis j'ai eu des super discussions passionnées avec. Là. Une des belles que j'ai vues de Comic Book Shop à Ottawa, génial, vraiment, une belle place sur Bank Street. Oui, c'est pour ça que je veux pas que ce genre de place meure, parce que, tu sais, c'est comme l'essence du comic présentement, puis, tu sais, tu l'as même dit, la raison pour laquelle tu as voulu partir le podcast des Injustes, c'est parce que la communauté, puis de parler en geek, mettons, dans le Comic Book Shop, c'est ça qui te manquait. Enlève ça, puis cette communauté-là arrête d'exister, puis c'est ça qui est plate. Alan, on a vécu ça avec les clubs vidéo. Là. Ouais. J'adorais aller dans un club vidéo, Alan. J'ai vécu ma jeunesse dans un club vidéo. J'étais assis dans un rangé à écouter des Freddy que j'avais pas le droit d'écouter à la maison parce que l'employé du club vidéo avait décidé que je pouvais l'écouter dans son magasin. J'ai jamais eu cette nostalgie-là, moi, avec les clubs vidéo. Je trouvais ça correct. J'étais tout le temps rendu là-bas, mais... Moi, c'était un repère pour moi. Là. J'ai vécu ma vie là. C'est une grosse partie de mon adolescence puis de mon enfance. Là. Puis ça me manque aujourd'hui. Tu sais, d'aller se parler de films entre clients et avec des gens qui te conseillent. Ah ouais, t'as déjà parlé. Moi, je sais pas, je rentrais, je prenais mon film, je sacrais mon camp après 300 secondes. Moi, ce que j'aimais beaucoup le plus, là, c'était de me rendre là pour le film de la semaine. Là. Puis là, il était pas là. Puis là, je me disais, c'est pas vrai, je vais revenir avec rien. Moi, ce que j'aimais, là, une période... Et là, tu pognais de quoi? Pour beaucoup de films qu'on n'avait pas nécessairement au cinéma ici ou qui n'avaient pas nécessairement des grosses distributions, surtout dans les années 80-90, surtout dans les films d'horreur. La manière de te faire louer un film, c'était la pochette. Et là, on parle d'une époque où les artistes qui designaient les pochettes étaient super importants parce que c'était la seule manière que tu avais de vendre ton film. Fait que moi, aller dans un club vidéo, c'était ça. Aller dans la section horreur et d'halluciner sur genre toutes les pochettes différentes, faire comme c'est quoi le navet que je vais louer parce que la pochette est 40 avec genre une motoneige en feu puis des squelettes. Mais t'as le même genre d'histoire que moi parce que moi, dans le fond, j'allais toujours là pour la grosse sortie. Hey, on va le louer Terminator 2, ça vient de sortir. On n'en a plus, monsieur. Ouais. Là, je me disais, je vais attendre jusqu'à 6 heures. Là, il est rendu 6h15, il n'y en a pas un Chris qui est revenu. Ben, j'en attendais 3, mais là, ils sont pas là. Fait que là, tu te disais, Chris, je reviendrai pas à la maison les mains vides. Là. Fait que là, tu prenais un guess. Ce que je ne fais plus aujourd'hui.
En fait, je me force. Ta gueule, toi. Oui, c'est parce qu'on est Excusez le chat, miaulé. On a été construit par ça aussi, parce que là, ce que tu faisais à l'époque, c'est louer, genre, bon, ça a l'air pas pire, ça. Ben, Roboninator. Ben, VVS, Roboninator avec Bruce Dallas. Bon, ça a l'air bon, ça. Il y a un char qui explose dessus, il y a de l'air d'avoir un fusil. Ça doit être tout aussi bon. Puis, oui, il faut jamais oublier que ce genre de production-là, c'est toujours par le cousin du producteur de... Ouais. Non, ben par El Spielbergo, le cousin espagnol de Steven Spielberg. Mais tu sais, je faisais plein de découvertes. Puis non, moi j'aimais les vendredis soirs, les samedis soirs à faire la file d'attente dans les clubs vidéo. Honnêtement, j'ai eu des belles discussions avec les gens qui travaillaient là. Puis j'ai moi-même travaillé là. Je me rappelle de samedi soir, moi, où, écoute, on a fait des... Alors, tu sais, le comic book shop, c'est un peu la même chose. On a tous traîné dans des comic book shops. Tu sais, quand je suis allé à New York puis que je suis rentré dans le Midtown Comics, là, Times Square, là, écoute, je me suis presque venu dessus. Là. Je me disais, si je reste à New York, je vais être toujours là. Tu sais, c'est 2 étages d'awesomeness, là. Puis de monde qui se parle, puis de communauté, puis de... Mais pour qu'on me comprenne bien, je suis d'accord avec Alan, je ne veux pas que ça ferme. Mais la question, c'est pas je veux-tu ou je veux pas. Mais moi, je pense que ça va fermer. Je pense que moi, mon point aussi, c'est parce que je veux pas que le comics devienne comme la musique. Exact. Tu sais, parce que malheureusement, le streaming est en train de tuer le CD, puis regardez qu'est-ce que ça fait au groupe de musique, puis n'importe quoi. Tu sais, même le propriétaire de Spotify, il a fait, arrêtez de sortir des hosties d'albums aux 2 ans, puis sortir une tune par semaine, puis vous allez faire du cash. Je veux-tu que tout se perde demain puis qu'on s'enligne sur du grand n'importe quoi. C'est numérique. Tu sais, qu'on perd la continuité. Mais t'as tellement raison, mais c'est une bataille qu'on perd à chaque fois. À chaque fois. Et les comic books, c'est peut-être la dernière. Là. On l'a perdu pour les clips vidéo, on l'a perdu pour la musique, on l'a perdu pour le film, le cinéma. Tu sais, parle à des gens qui aiment le cinéma. Sérieusement, là, on n'a plus d'MTV, on n'a plus de Musique Plus, on n'a plus de CD rien. Là. Si je te demande l'artiste du moment puis qu'est-ce qu'elle fait. Là, aucune idée. Ils m'ont fait entendre du Cardi B cette semaine. J'ai failli me tirer en bas de la fenêtre. Hey, j'ai appris la semaine passée que Lady Gaga chante encore. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas entendu parler. Hey, avant ça, on était harcelés par la toune de l'été. Êtes-vous capable de me nommer la toune de cet été? En même temps, les boys, 2 constats, là. On marche de ça, mettons. Exact. Ben, ça, c'était le deuxième. Tu sais, le premier, je vous disais, mettons, dans musique. On marche de tout ça. Oui, c'est plate, mais il y a encore de l'excellente musique qui se fait. Mais tu sais, il faut aller écouter ailleurs. Tu sais, dans la BD, ben, tu sais, si vous êtes écœuré de voir ça, allez du côté de chez Image, mettons, il y a encore des trucs qui se font. Puis c'est ça, on est rendu vieux. Je vous écoute, on dirait que vous avez l'impression qu'à 30 ans, on est encore in. Et c'est ça, pourquoi l'industrie produit des trucs. C'est plus nous autres, là, c'est la génération après. Tu sais, ce constat-là, tous les générations longues qui ont l'impression que l'industrie, c'est des monstres, puis ils nous parlent plus. L'industrie n'est pas là pour nous parler. Les jeunes, c'est le mal. Ils sont là pour parler aux jeunes. Spotify. Mais t'as raison, parce que tu sais, je me rappelle de conversations, moi, de geeks qui étaient plus vieux que nous autres. Dans le temps, on allait dans un comic book shop, puis ça se plaignait de toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas d'allure, puis que c'était pas encore à leur goût, puis ça ne marchait pas comme ils voulaient. On se disait, vieille gang de roteux, oui, c'est le fun gang qui de se passe. roteux. C'est bien correct, nous autres, ça nous allume. Mais bon, regarde, donc, tout ça pour vous dire qu'il y a eu un bloodbath chez DC. C'est un beau détour. Puis là, on va savoir samedi si on va faire du bon boudin avec tout ça. Ouais, on va savoir si on peut récupérer un peu de sang. Ou si ça va être on a quand même réussi même à parler de la mort des blockbusters à travers ça. Ben quand même. Mais oui, ça me manque à ta question. Tu sais, l'odeur du popcorn, puis le boutonneux qui ramène les locations, puis le feeling d'être en retard, puis de savoir que je vais payer des frais de retard. Puis tu sais, ça puis de se rendre compte qu'à partir de 10h30, tu lis plus de films pour enfants. Non. Rien voir, c'est une vieille crise de VHS que la personne a rembobiné 800 fois puis que t'entends tout croche. Ou encore arriver, puis là, t'es prêt, tu t'installes, tu mets la cassette. Tabarnak, il l'avait pas reculé. Ou de voir le gars qui vient reporter son film en disant « C'est pas le film que je voulais » avec son DVD de transgenre. Ah, là, t'es dans le plus récent que le DVD. Là. Moi, je l'ai vécu, la transition VHS-DVD à l'intérieur. Je pensais pas qu'on racontait d'histoires personnelles. Ouais, mais on la raconte. Okay. Oh, oui. Mais je l'ai vécu, moi, la transition à l'intérieur de l'industrie. Hey, c'était quelque chose. Là. T'aurais dû nous voir vider les tablettes. Là. Ça avait pas de sérieusement, de bon sens, moi, je travaillais aussi dans un club vidéo que c'est arrivé, ça. Les bacs de VHS à une pièce, c'était-tu triste, ça? Il y en avait. Puis, il y avait un gars, moi, qui était passé à côté de moi qui m'avait dit « Tu vas vivre la même chose avec le DVD dans 10 ans. » Puis j'avais dit « Ben non.
on est parti pour Et une bonne. rappelez-vous de ce Le faux DVD combat. en plus que le Blu-ray, il est pas encore mort. Il n'est pas mort encore. Mais rappelez-vous de ce faux combat du début du DVD, le full screen et le widescreen. Ah, ça, c'est Il incroyable. sortait dans les deux formats, puis il y a du monde qui chialait avec le widescreen. Hein, mon film est coupé en deux, puis on voit pas tout. Ça a été le problème du DVD quand il est sorti. C'est qu'il est sorti trop vite. On était encore sur le 4.3 CTV. C'est que quand tu avais une TV 20 pouces, puis tu pognais un film qui était en vrai 16.9, au bord 2.85, là, ben excuse-moi, c'est parce que t'avais une bande de 3 cm voir ton film, c'est pas génial. Là. Non, c'était pas cool. Moi, je me rappelle là, d'un client qui était revenu au Blockbuster parce que j'y avais dit que j'avais pas 40-Year-Old Virgin en VHS. Je l'avais juste en DVD. Puis j'y avais dit, tu sais, monsieur, il n'y en aura plus de VHS. Le gars avait fait, je pense, 8 ou 12 clubs vidéo, genre sur Mont-Royal, pour revenir avec un VHS. Puis il me dit, il y en a encore! Là, il était vraiment fier de lui, tu sais. Pas comme, ben oui, il y en a encore. Félicitations. C'est touchant, sa dernière grande victoire. Ouais, oui, puis tu sais. Mais oui, il y a 3 choses que ça a beaucoup chiolé. Tu sais, ça a chiolé sur le widescreen versus le full screen. Puis moi, je me souviens qu'on avait une rangée de widescreen pour 2 rangées de full screen. Puis après ça, le problème qu'on a eu, c'est quand on s'est mis à les vendre, ça faisait longtemps qu'on avait, comme industrie, appliqué le widescreen à tous. Fait que là, le monde voulait rien savoir d'acheter full screen. Fait que là, on restait poigné avec les full screen. Et l'autre affaire, puis ça, je vais vous faire rire, là, parce que ça n'a pas de lien vraiment avec l'industrie, mais j'ai été obligé, à un moment donné, à l'intérieur du Superclub Vidéotron, de faire passer la politique de mettre des étiquettes quand c'est des comédies musicales. Si vous saviez le nombre de monde qui m'ont pitché des boîtiers de DVD parce que le film était une comédie musicale puis ils le savaient pas. Ben, c'est pas écrit en arrière de la boîte, normalement. Alors, écoute, ils vont pas jusque-là. Là. Okay. Fait qu'il a fallu que je fasse une étiquette blanche, là, écrit. Tu sais, il y en avait une qui était écrite comédie, horreur, drame. Puis il y en a une qu'il fallait que j'écrive comédie musicale parce que sinon, je recevais des boîtes de DVD. Le monde devient agressif quand il se loue un film qui pense que ça va être bon puis que c'est une comédie musicale. Le monde était agressif. Ben, il y a ça de bon, tu sais, je veux dire, Netflix, c'est pas pogné avec ça. Non, Netflix n'a pas ses problèmes. Moi, mais attends un peu, je vais me vieillir encore d'1 an. Moi, j'ai connu Netflix au début. Ouais, qui envoyait le DVD par la poste. Qui envoyait les DVD d'une liste qu'on mettait sur Internet. Et je me souviens très bien de notre connaissance qu'on a en commun, Frank, que je salue s'il nous écoute, qui était un des premiers abonnés Netflix. Je savais que ça existait, mais j'avais toujours trouvé le principe un peu cave parce qu'on avait encore des clubs vidéo ici, ce qui fait que le fait de pouvoir louer des films puis les retourner quand tu voulais, je trouvais ça... Mais non, c'est parce que l'affaire, là, c'est que tu te faisais une liste, puis genre, tu recevais, puis tu recevais pas les nouveaux tant que tu n'avais pas renvoyé les anciens qui étaient préaffranchis. Fait que si tu étais le wise, le moindrement, ce que Frank était, ben, il recevait ses films, il les gravait, il ripait, puis après ça, il renvoyait. Écoute, il s'est fait un catalogue d'à peu près 1000-1200 films avec ça. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis c'était quand même super efficace, là. Le problème, c'est que des fois, tu sais, mettons, tu suivais une série télé, Curb Your Enthusiasm, saison 2, disque 3. Là, tu le recevais, mais tu n'avais pas eu le disque 1, tu sais. C'était un peu crisse, là, quand tu veux suivre la série. Mais moi, je me souviens très bien de ça, là. Ça a été les premiers balbutiements de Netflix, puis on avait été abonnés à ça, là. Hey, c'était du jamais vu. Wow, on reçoit les DVD par la poste avec des petites enveloppes préaffranchies. Merci, Fling Flang. Là. Puis après ça, c'est devenu un service de streaming. Donc, j'ai contribué au monstre. En fait, c'est peut-être de ma faute. Un bon monstre, en parlant. Ouais, on y va-tu là-dessus? Ouais, on va continuer parce sur que c'est pas mal là qu'il y avait des nouveautés. Ouais, c'est pas mal là qu'on fait nos nouveautés. C'est là que le cinéma se passe. C'est là que le cinéma se passe depuis quelques moments. On a parlé de Transformers il n'y a pas si longtemps. On a parlé de Old Guard. On a parlé de Color Out of Space. Umbrella Academy. Umbrella Academy. On a parlé aussi... Quel autre film qui avait sorti, là? Mariage Story. Ça, c'était bon. Avec Kylo Ren puis Black Widow. Écoute, ton podcast des Fefi commence dans 2 heures. Non, on est contre les commentaires de ce que Martin a dit. On va le laisser tout seul avec sa communauté de l'anneau. Merci. Mais c'est déplacé comme commentaire. Je m'excuse. Merci. Mais Mariage Story, man. C'était vraiment excellent. Écoutez-le. C'est le meilleur Netflix original que vous pouvez écouter. On parlera dans ton podcast d'Homme Rose. Là. Mais pour le reste, il paraît qu'il y a une soirée avec Dirty Dancing. Là, hein? Ça puis Flashdance. Fais-tu un trio? Oui, on écoute Mon fantôme d'amour tout de suite après. On réécoute en boucle la scène où il fait le pot en poterie. Juste le fait que tu saches ça et que tu me dises que tu vas l'écouter. Juste ça, Jean-Nic, c'est déjà trop. Si vous n'entendez pas la toune présentement avec Patrick Swayze qui est en train de mouler le pot, vous n'avez pas de culture. Je veux pas. Et là, il y a un autre film qui est apparu. Parle-moi-en. Project Power avec Jamie Foxx puis Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon. Robin.
Oui, l'ancien Parce que Robin. tout le monde se souvient de lui pour son rôle de Robin. Dark Knight Rises. C'est le dernier clin d'œil qu'il fallait que tu mettes dans le film. Peut-être que t'as mal assumé. Tu sais. Ben, il est bon, le petit Joseph Gordon. C'est quoi maintenant. votre nom, Robin? Je me rappelle surtout dans sa comédie, dans le temps, qui était l'enfant de la famille d'extraterrestres. Oh mon Dieu, tabarouette, tu nous vieillis là. Écoute, je me souviens même pas de ça. Todd Rock Pronderson. Ah, sacré. C'était le jeune. Ah, ouais. Ouais. Eh ben. Hey, tu me donnes le goût d'écouter Project Power. Là, Il était pas mauvais dans Looper. Il a déjà fait un. Non, dans action Looper, il un était petit bon. peu. Ouais, une chance qu'il ressemblait à Bruce Willis. Dans Inception, c'est tout là qu'on l'a découvert. Ça passe dans le couloir qui tourne en rond. Ouais, c'est malade. Mais tu sais, awesome. Inception, je veux dire, toi et puis moi, ça, c'est comme jouer avec Crosby. Là, on aurait été bon. Là. Si je ne m'abuse, il jouait dans le premier de Ryan Johnson aussi. Non, Martin, t'aurais pas été bon parce que dans la scène où ça tournait, là, il fallait qu'il court, c'est mieux, toi, t'aurais rien roulé. Ça aurait donné une autre scène, ça aurait été très beau. OK? Hey, tu le rejoindras dans son podcast d'Homme Rose, OK? J'animerai tout seul avec le chat. On a besoin d'un troisième participant. Ça tente d'écouter Dirty Dancing et réaliser. Non, pas vraiment. Bon, Project Power, parle-moi-en. Là. OK, dans le fond, c'était le nouveau Netflix original, un nouveau film qui vient de sortir à gros budget, Jamie Foxx qui était dedans aussi. Dans le fond, ça raconte l'histoire Une jeune rappeuse. Malheureusement, oui, un peu. Mais c'est un médicament qui a été inventé, une espèce de pilule que quand tu apprends, là, tu peux développer un pouvoir mutant qui est actif pendant 5 minutes. Dans le fond, c'est un projet militaire. Puis, eux autres, pour réussir à faire les bêta-tests, ils vendent ça comme une drogue illégale dans la rue pour voir à quel moment ça va réussir à stabiliser avec toutes les générations de médicaments qui vont sortir comme ça. Donc oui, ça ressemble à du MGH qu'on a dans X-Men, qu'on a souvent vu dans Marvel. Oui. Les effets spéciaux du film sont quand même pas si pires que ça. Est-ce que ça a l'air cheap comme The Old Guard? Oui. Oui et non. Parce que là, Netflix a deux tons de couleurs. C'est soit que t'es comme le film Bright, où c'est trop noir, puis tu vois presque rien, ou soit que c'est trop clair, Comme The Old Guard. puis tu vois tout. Puis il y a un autre petit problème. Pourquoi qu'ils font tous leurs films avec des iPhone 11 puis leur maudit éditeur de vidéos là-dessus? Ils ont pas de studio pour éditer. Et sérieusement, les plans sont coupés tout croche. Ils sont pas capables de monter un storyline qui se tient. Les séquences, ça coupe d'un bord puis de l'autre, puis tu sais pas pourquoi. Ça saute du coq à l'onde à tout bout de champ. Mais ils ont-tu ce problème-là dans le série télé? Moi, je remarque pas ces affaires-là. Là. Ça semble être dans le film, puis ça me faisait penser à Old Guard puis à Bright de ce côté-là. On dirait que ça veut avoir le look d'une grosse production, puis que ça essaye de mordre un peu plus que finalement il y a dans l'assiette. T'as vraiment l'impression que le film va aller loin, puis finalement, il fait rien que toucher puis effleurer certaines thématiques, puis finalement, c'est comme rien qu'une heure et demie d'action ben chienne. Ce qui arrive, c'est que ben, souvent, j'ai l'impression que c'est parce que c'est à cause des réalisateurs qui vont chercher. Puis peut-être aussi, c'est parce que le gars qui va faire le montage, c'est parce que le film 1917, oui, Sam Mendes a fait du job de fou, sauf que celui qui a gagné le score, c'est le gars qui a monté le film. Oui. Parce Mais il n'a pas dû faire grand montage, c'est un plan séquence. Non, c'était ça, le secret de ce film-là. C'était pas un plan séquence, puis ça a été monté pour que ça ait l'air d'un plan séquence. Toute la job était là. Sauf que là-dedans, c'est maladroit. Puis tu vois qu'ils essayent de faire des quoi. C'est comme à un moment donné, ils ont comme essayé de mettre une caméra sur le bout du gun, puis ça t'a fait genre 2-3 secondes, mais c'est maladroit, c'est mal fait. Au niveau visuel, c'est pas toujours égal. Sérieusement, les 40 dernières minutes ne ressemblent pas à la première heure. On dirait qu'ils ont trop mis d'argent à sa dernière heure, ou ce que la passe sur le bateau, ou ce que ça décide de tout péter. T'as l'impression d'écouter un bon film d'action qui a un peu d'argent. Mais as-tu l'impression que c'est un work in progress, puis qu'un peu comme VVS, il passe par là parce qu'il faut qu'il passe par là, non. ou que c'est vraiment un manque de talent? C'est vraiment... C'est au montage. Ils mettent pas assez de temps là-dedans. C'est comme s'ils sont trop pressés de sortir, parce que tout de suite après que j'ai fini d'écouter Project Power, puis sans compter qu'au niveau de la réalisation, il y a encore plein de problèmes. Ils ont fait encore les erreurs de noob que tu n'es plus supposé de faire en 2020 dans des films. Tu sais, le principe du héros, qu'il mange une balle dans l'épaule, ça passe bord en bord. 3 secondes après, il se fait coudre 2-3 coups, puis que le reste du film, il est bien neutre, même si c'est pas 3-4 jours après. Là, il est capable de se battre, il est capable de courir, mais il y a le balle qui a passé bord. Tu sais, il faut blesser le héros, puis ça n'a pas vraiment de conséquences. Tous les points qui ne servent à rien. Le scénario a été écrit par un enfant de 10 ans. Par contre, les dialogues sont cool. Il y a plein de bonnes idées, puis les personnages bouncent bien l'un sur l'autre. Parce que il y a comme 3 personnages principaux qu'on suit. Là. Il y a le personnage de Jamie Foxx, qui est un ancien militaire. Il a perdu sa fille.
à cause de ça, il veut la retrouver. Tu as le personnage de Joseph Gordon-Levitt qui, lui, est un policier qui a l'impression que tout le monde se fait brasser dans sa brigade présentement à cause de cette pilule-là. Puis lui décide d'en acheter sur le marché noir, dans le fond. Pour lui, il appelle ça leveler le playfield, là, être capable de se battre contre ces super criminels-là. Et une jeune rappeuse qui a des problèmes à l'école, puis que sa mère est malade, puis elle vend cette drogue-là pour ramasser de l'argent pour la sauver. Puis, d'une certaine manière, les trois histoires vont se ramasser connectées à travers le film. Puis, la petite fille avec Jamie Foxx et avec Joseph Gordon-Levitt, Dominique quelque chose qui s'appelle, ça fonctionne vraiment super bien, elle est sympathique, elle est drôle. Puis, tout le long du film, on attend ce moment où Joseph Gordon-Levitt et Jamie Foxx vont se ramasser ensemble parce que, clairement, ils se détestent, ils cherchent l'un l'autre, puis tu sais qu'à un moment donné, ils vont devoir se trouver, puis ça fait comme... Quand ils sont ensemble, ça fonctionne, mais ils passent comme 5 minutes dans le film ensemble. Puis ça devrait être à propos de leur dynamique, parce qu'il y a ça aussi comme problème dans le film. On dirait qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. T'as comme, derrière ça, il y a un body movie avec ces deux-là. Il y a une relation père-fille avec la petite fille, une relation d'amitié qu'elle va développer avec Joseph Gordon-Levitt. Cette réflexion sur ces drogues-là, est-ce que c'est une évolution dans l'humanité? Mais tout ça, c'est comme traiter 5 minutes de temps, puis on passe à autre chose. Fait que le film est super le fun, mais comme plein de petites capsules de fun. Puis au final, c'est un produit qui apporte pas grand-chose. Puis c'est pour ça que je dis, c'est écrit par un enfant de 10 ans. C'est mais ça s'écoute super bien, par exemple. Puis, sérieux, même les effets spéciaux, là, ils sont bons, les effets spéciaux. Tu sais, à un moment donné... Mais c'est pas beau. C'est pas toujours beau, effectivement. La finale, c'était quand même pas si pire que ça. Le gars qui grossit, c'était correct aussi. Mais parce que The Old Guard, là, les effets étaient pas si... Tu sais, moi, oui, c'est vrai que c'est drôle de voir les méchants attendre de se faire péter à la gueule, mais je veux dire, le sang, la façon dont ils meurent, le maquillage, c'était quand même bien, là. Mais tout dépend, c'est parce que quelque chose qui est mal fait, tu peux le pardonner si la job est bien faite. On se rappellera toujours que John Wick est fait avec les effets spéciaux de faux sang les plus cheap du monde. Tu sais, une affaire que n'importe qui sur un ordinateur, tu peux rouler ça sur un 486. Là. Puis réécouter le premier John Wick, là, le sang de la façon que ça vole, il n'y a rien de beau là-dedans. Là. Mais l'exécution est parfaite. Donc, tu es capable de pardonner les erreurs qui sont là. Sauf que si tu as des erreurs d'exécution, c'est plus dur. Mais, c'est ça le problème. C'est parce que... Puis moi, tout de suite après, justement, je suis tombé sur Upgrade, qui est le film de Blumhouse où un gars perd l'utilisation de son corps, qu'il est quadriplégique, puis il se fait installer une puce sur la colonne vertébrale qui redonne le contrôle de son corps, mais l'intelligence artificielle est capable d'y parler, puis de prendre vraiment le contrôle à 100% de son corps. Venom Robot. Ouais, mais en meilleur que Venom. Sérieusement, ce film-là, c'est du Blumhouse, c'est qu'on parle pas d'une affaire de 200 millions. Là. On parle de « j'ai 20 000 $, peux-tu me faire un film, s'il te plaît? Je dirais qu'en partant, qu'à ce fois que le film commence, tu vois qu'ils ont mis du travail sur la production puis sur le montage parce que ça a l'air d'un film. Tandis que l'autre, ça a l'air de quelque chose que tu as filmé avec ton cellulaire sur le coin de la rue. Et toutes les plans de caméra que le gars, il perd le contrôle sur ça, puis c'est la façon que ça suit, puis les séquences de combat, c'est tellement bien monté. Et c'est là que tu vois qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'exécution, de la réalisation, du montage chez Netflix, parce que tu prends un film de Blumhouse qui n'a pas une scène. Même, on va prendre un autre film d'un autre studio par rapport, VVS, la couleur hors du ciel. Shit! Ils ont eu même pas 3 millions, je pense, ce film-là. Puis ça va être l'air d'un film. Eh mon Dieu, à peine le salaire d'un joueur de hockey, pauvres eux autres. Les grands pauvres de notre planète. Les grands pauvres. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais. Ils font pitié. Mais c'est le gros problème. Puis Netflix, il y a plusieurs de leurs films que j'ai pas vus. Je peux pas parler du film avec Al Pacino, Robert De Niro, The Irishman. Ouais, Deuxième meilleure production. Ouais, mais en même temps, The Irishman, ils sont pas dans une catégorie de films où ils ont besoin d'en mettre plein la gueule. Non, mais ils ont trouvé le moyen d'en mettre un qui vieillit mal. Ils ont comme déagé certains personnages. Il y a une scène, c'est génial. Là. Écoutez, Irishman, c'est un très bon Scorsese, mais il y a une scène là, où Robert De Niro fait comme crisser une volée à un gars qui travaille dans je pense, une boulangerie, là, et c'est tellement maladroit parce que c'est Robert De Niro qui a 100 000 ans puis qui essaye de se battre comme s'il y en avait 30. Ben, c'est pas long. On peut se parler du nombre de gars production tant qu'à ça. On va parler de Captain Marvel avec un gars de 20 ans qui court comme un gars de 65 ans. Tu parles de William Dafoe? Non, je parle de Samuel L. Jackson. Ah oui, mais le pire, je pense, de-aging dans Marvel, ça reste Michelle Pfeiffer. Sacrément. Ah, c'est vrai. En plastique, ça n'a pas de bon sens. Oh, le pire reste quand même 32. Ouais, mais 32, là. Ouais, c'est comme The Abyss, là. Ouais, je sais. Ouais, ils sont pionniers là-dedans. Moi, je vais toujours reconnaître le travail qu'ils ont fait dans Tron Legacy sur Jeff Bridges. Puis ils auront toujours l'excuse que. Comment est-ce qu'il s'appelle son personnage? Q? John Tron.
Non, innocent. Le personnage que Ouais, je pense Bridges, c'est c'est Q, Q. ouais. Ils auront toujours l'excuse que Q est un programme. Fait que, ils vont toujours pouvoir se dire, c'est peut-être ça qui fait que... Uncanny, un peu. C'est comme, OK, c'est pas vraiment un humain. Cool, ça fait que là, j'ai réussi à faire parler de Tron. Ça fait que Tron 3 est presque confirmé à 100%. Moi, je suis tellement content. Là. Jared Leto est toujours attaché à ça. Ça, je suis moins content. Il faut faire à vivre. Puis c'est M. Kabilski là, qui est toujours en réalisation, c'est là, qui a travaillé sur Oblivion puis qui a fait le nouveau Top Gun qu'on n'a pas encore eu. Mais Oblivion, c'était très bon en passant. Là. Film qui est passé en dessous un peu du radar. Là. Ben, j'en ai qui ne sauront pas de quoi qu'on parle parce que c'est un film avec Tom Cruise. Mais c'était écœurant. Honnêtement, c'est bon. C'est très bon. J'ai aucune idée c'est quoi. Puis c'est plate parce que ça a passé un peu sous le radar, ce film-là. Oui. Mais c'est très bon. Puis le punch, on peut un peu le voir venir, mais il est quand même cool pareil. Tu fais comme, moi, je trouvais que c'était un bon film de science-fiction. Là. Tu t'assois, tu relaxes, tu écoutes ça. Là. C'est génial. Avant de se laisser, puis oui, tu as bien fait de parler de Tron parce que c'est une de mes grandes déceptions que Tron Legacy n'ait pas eu de suite. C'était un beau film, Tron Legacy. Ben, c'est à l'époque où Disney s'était essayé sur des franchises solo, puis c'était peut-être à la gueule. Si on se rappelle de John Carter Ouais, John Carter. C'était mauvais, ça. Le Lone film Ranger. Lone Ranger. À chaque fois qu'il partait quelque chose de nouveau qui n'était pas d'une suite ou qui n'avait pas eu des prequels, ben, c'était des flops monumentales. C'est que quand Tron il était à flot, il a fait un peu d'argent, mais pas beaucoup de profit. Ils ont scrappé ça one shot. Parce que Tron Legacy, là, au cinéma, s'il l'avait représenté à cause de la COVID, je serais retourné parce que c'est une expérience. Là. En 3D au cinéma, c'était quelque chose. C'était la musique, c'était hallucinant. Là. Trame sonore de Daft Punk. Ah, Ouais, écoute, sérieusement, là. qu'il y ait des rêves se passent, là, puis Ah, c'est wow. mon gars, là, c'est incroyable. Puis même là. le tout. Puis sans compter que. Hey, Puis quand t'étais convaincu que c'était Tron, le méchant du film, puis qu'à la fin, tu le vois revenir bleu, tu dis, je vais avoir une suite. Tron est revenu, je veux avoir une suite. T'étais pas jamais eu de suite. Puis Jeff Bridges qui est dans toute sa splendeur dans ce film-là, qui a l'air d'un Obi-Wan Kenobi badass, man. Ah non, j'adore. On dirait de dude, mais avec des super pouvoirs. Là. Moi, je capotais. Nice. Quand il est sur le train, là, c'est de dude, man. T'as vraiment l'impression qu'il va se rouler un joint sur le train assis. Là. Il est super genre peace, man, avec sa grande robe. Non, puis comment est-ce qu'elle s'appelait, la fille? Olivia Wilde. Ouais, mais de toute façon, les sous et les couleurs faisaient pour aider beaucoup. Là. Ah, les sirènes qu'ils appellent là, quand ils l'équipent là, pour aller dans la première. Wow. Non, on veut tout un autre Tron. Oui. Et ne manquez pas le podcast des Hommes Roses avec Jean-Nic où on va vous parler de ce que les filles portaient comme costume. On va vous parler de la saison 4 de Dr. House où Olivia Wilde est arrivée dedans. Oh non! Et sa relation qu'il développe avec le vieux docteur. En fait, il faudrait que tu parles de Grey's Anatomy. Là, tu serais dans le target. Là. Ah, Ça, et dans notre chronique Nostalgie, on revient sur Ally McBeal, saison 4. Avec... Celle où Robert Downey Robert Jr. a dû Downey quitter. Jr. Mais on connaît les références, c'est ça le pire. Robert Downey Jr. a dû quitter parce qu'il avait des problèmes d'alcool. C'était son psy, hein? On saura jamais la suite. Non. Puis elle s'est ramassée sur Supergirl. Avec Peter, comment est-ce qu'il s'appelait? Peter McNichol, qui a joué dans Ghostbusters 2. C'était pas le sous-fifre de Dracula aussi? Oui! C'est, il faisait Jonathan Harker dans... non, il faisait pas Jonathan, il faisait... Renfield. Renfield. Il faisait Renfield. Avec la patte de l'araignée qui sortait par la bouche. Ah. Est-ce que vous mangez des insectes? Non. Ah, c'était si bon, ça. Renfield. OK. Hey, on s'épivarde. Ouais, on s'épivarde. Hey, on a de la jasette à soir. Ouais, pour un court épisode. Ouais, finalement, il sera pas court. On est rendu à 56 minutes. Juste rapidement, avant de passer à nos poisons, on a eu la mauvaise idée d'écouter Star Trek Lower Deck. Lower Your Expectation, qu'on devrait appeler. Ouais, ou on aurait pu appeler ça tout simplement Skip It. Ça aurait pas été vraiment... Qu'est-ce que c'est mauvais? Sérieusement... Les jokes de cette série-là, c'est qu'ils ont pogné le book de Starfleet, puis ils lisent les lignes de commande, puis les lignes de conduite, puis ils font comme « Hey, ça, c'est le paragraphe 8.5 du code de Starfleet, que tu ne dois pas faire ça sur telle affaire, et tu le fais. » Riez. En fait, on aurait dit vraiment, tu sais, là, la gang de nerds qui tripaient sur Star Trek. Puis, regarde, je m'excuse, je suis un Trekkie. J'adore Star Trek. Mais je te parle de ceux, les boutonnus, là. Tu sais, les intenses, là. Ils n'ont jamais eu d'humour, ce monde-là, là. Et là, tu les mets en charge, puis tu leur dis, vous allez me faire de quoi comme Family Guy ou n'importe quel autre comique là, de ce je vais donner un bon référent qui va donner une chance à beaucoup de monde, surtout à Jean-Nic, là, puis d'autres personnes peut-être qui sont comme lui.
prenez Ben pendant... oui, qui sont comme toi. Ouais, ma Comme ça, condition. ta condition. Non, pas la condition. On en parle. La condition de on se calisse de Star Trek, comme beaucoup de monde, là, OK? Alors, pour les faibles d'esprit, on va te donner... Hey, j'en ai qui, lui, qui est une classe à part. Il se calisse de Star Wars et de Star Trek. Ah, c'est quand même incroyable. Vive le Seigneur des Anneaux. Bon, ben tu vas avoir un double podcast. Tu vas pouvoir être avec Marc, puis tu vas pouvoir être avec les Hommes Roses. Ça va être génial. Tu vas avoir une belle carrière, Jean-Nic. On va t'écouter. Merci. J'invite à me suivre. Je suis en train de perdre ce que je... OK, oui, Final Space. Oui, Donc, Final Space. Toi, tu l'as vu. Beaucoup de monde l'ont Oui. vu sur Netflix. C'est une série que j'ai parlé une couple de fois qui est vraiment excellente. Les 2 saisons sont incroyables. Le personnage principal me fait penser beaucoup au personnage principal de Final Space. Ben, c'est parce un que classique. le gars, il a des grosses compétences, mais c'est un doc total. Moi, c'est ça. Sauf C'est un incompatible. Effectivement, puis il est entouré de personnes qui sont surcompétentes et qui sont un petit peu trop excessifs. Sauf que où est-ce que Final Space réussit à aller chercher ce côté émotionnel puis te faire rire sur des côtés qui sont fucking awkward à tout bout de champ? Star Trek Lower Deck l'échappe à chacune de leurs jours, qu'il n'y a rien qui lève. Ça me fait penser à Désenchanté. Oui. Où est-ce que ça a essayé d'une pâle copie de Futurama et des Simpsons, où est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas de jour puis ça lève pas. Ah. Tu fais juste suivre une histoire. Ah, puis il n'est pas très bonne, Puis l'histoire. Lower Deck, ben, il essaie on dirait qu'il essaye, à toutes les 3 minutes, il essaye de te lancer au moins 10 jours. Puis en plus, tu réalises rapidement qui sont qui, puis quelle relation les personnages ont entre eux, avant même qu'ils t'en fassent un punch, là. Tu sais, genre, tu l'écoutes, là, tu vois la fille névrosée qui travaille avec dans le Lower Deck, tu vois la capitaine du vaisseau 2 minutes après, là. Tu sais que c'est sa fille. Tu sais que c'est sa fille. Puis juste par son background, parce qu'elle a dit qu'elle a fait beaucoup de missions importantes dans le temps, ben tu sais qu'elle a déjà été haute dans Starfleet, mais c'est une hystérique. Ça fait que... Sauf que, non, l'humour fonctionne pas. Ah, c'est plate, c'est pas drôle. C'est plate. Je sais pas si c'est une réaction à The Orville ou si c'est une façon de faire de quoi. Mais c'est parce qu'ils ont essayé de copier le style de tous les comiques que c'est en 6, parce que tu y vas dans l'humour absurde, puis tu tires tellement que tu espères scorer un moment donné. Ils ont essayé de faire comme Harley Quinn un peu. Ben, Harley Quinn ont le même problème. Ils ont tellement essayé de tirer partout qu'à un moment donné, c'est juste nu. Bouffe. Oui, mais la première saison était awesome. Pas encore avec ta deuxième, mais moi, j'ai pas vu de faux pas dans la première. Ah, la première était awesome. Ah, c'était awesome. gang parfait. Là. Mais effectivement, tu sais, Lower Deck, c'est une déception. Donc, à ne pas écouter, ne vous cassez pas la tête. Si vous êtes des Trekkies, même si vous êtes des Trekkies, vous n'aimerez pas ça, à moins que vous ayez vraiment un mauvais sens de l'humour. Là. Peut-être que là, vous allez aimer ça. Peut-être que les Trekkies trouvent ça drôle. Ben, tout dépend. C'est parce que c'est peut-être un humour qui vient pas nous chercher parce que on trouve pas vraiment ça drôle, mais il y a peut-être du monde qui sont plus dedans qui vont faire je catch tous les référents, mais les référents sont tellement profonds. C'est à peu près comme moi que je vous parle des classes de vaisseaux de Star Wars puis tout, que ça va trop loin. Ça, c'est drôle. Ouais, ça serait bon. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'est le même problème avec ça, c'est qu'ils vont trop loin puis tu vas pas chercher assez large dans le monde. Donc, ah oui, tu sais, ils font une joke à un moment donné. Juste te donner un exemple. Tu sais, probablement que toi, tu ferais comme, OK. Puis la personne à côté, un Borg ferait jamais ça. Ah, OK. Peut-être c'est comme, ah ouais, ah. Ça te demande en plus d'avoir un knowledge. C'est comme, ah ouais, un Borg ferait jamais ça. Ah, OK. C'est quoi un Borg? C'est pas, c'est pas drôle, tu sais. C'est ça. Donc, Lower Deck, c'est pas très, très bon. Puis, écoute, toi, tu t'es tapé le deuxième en plus, une maudit malade. quand tu finis de travailler, tu arrives de promener ton chien, puis tu prends ton café en relaxant. Un épisode de 20 minutes, là, c'est merveilleux. Ouais, mais tu sais qu'ils te rembourseront pas ce temps-là. Là. Tu sais, je veux dire, t'arrives pas en haut, puis ils font comme, je regarde que t'as vu Lower Deck, fait que je te redonne 20 minutes en bas. Là. Ouais, mais souvent, je vais bypasser ça en écoutant du South Park après. Ce qui est une excellente idée. D'ailleurs, tu m'as ramené Alabama Man cette Alabama, semaine. je vais avoir sa figurine-là, moi, n'importe quand. Il boit de la bière, il bat sa femme. Alabama Man! Ça, puis le vélo Super Dingo. Ah oui, le vélo Super Dingo. Tu peux pas avancer, tu peux pas reculer. C'est comme ça n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais rappeler à tout le monde que Martin considère que Star Trek Discovery est une des plus grandes séries de Star Trek qui n'est pas encore finie en deuxième. Non, imaginez comment Lower Deck est pas bon. Et bas dans les priorités. Ah, c'est terrible comment c'est bas dans les priorités. Et on termine avec les poisons. Qui veut commencer aujourd'hui? Le chat se lave le derrière. Ça peut être le chat. Oh yeah, le chat qui se lave le... devant nous autres. OK, Avant que tu commences, j'ai une question. Oui. Je vous lance ça. Là. Je vous ai-tu parlé de Scott Pilgrim au dernier? Ben, tu peux parler du vidéo du 10e ou 20e anniversaire, 20e anniversaire? J'en ai parlé, OK, de la lecture. Je sais pas, je faisais comme d'habitude, je t'écoutais pas. OK.
Ben, c'est pas la lecture où ce que tout le monde a dit à Bretton Roux, c'est quoi qu'il fait pour pas vieillir, parce qu'il est comme... Exact. plein C'est bon. de- Fait que j'en ai parlé. Il y a eu un cast reunion, c'est ça? Hein? Exact. Mais Brie Larson n'était pas là. Ouais, c'est la Parce que seule tout qui le était monde pas s'en là. crisse Puis la qu'elle joke, soit pas là. c'était ça, Brendan Root qui est dedans, puis Chris Evans qui était comme... il se présente en disant « Bonjour, je suis Chris Evans, je suis venu pour lire pour le personnage de Lucas Lee. » Parce que quand il a fait ça, il était genre pas connu. Pas Ben tout, non, là. c'est ça. Ben, il avait quand même fait pas encore un film d'ado. Ah, c'était-tu bon, ça? Ah, je trouve ça, j'ai Ben, tu trouvé poses ça la bon. question, non. Ah, c'était drôle, arrête, là. Jenny's got a gun. Jenny a un gun! Puis là, tout le monde court partout. Non? On va t'envoyer scénariste pour Lower Deck. Même le chat t'en regarde de travers. Il a arrêté de se laver l'entrejambe. Pour te juger. C'était drôle. C'était pas lui qui a saucé avec Stacy Smob. Je sais pas, Non, mais je fais ça, il, je couchait, pense que il c'est couchait- il couchait avec sa sœur, puis c'était vraiment gross. Non. Personne ne se rappelle de ça. Je sais pas de quoi tu parles. Je l'ai réécouté à Musimax, j'ai tellement ri. J'ai souvent trouvé À Musimax. Tant qu'à ça, je préfère Eurotrip. Pour moi, lui, il est plus drôle. Non, c'était très drôle pour encore un film d'ado. Bon, mais très intéressant ton poison cette semaine, Martin. Pas encore un film d'ado disponible sur Musimax. Excuse. Jenny's got a gun. Jenny a un gun! Tu te souviens pas de ça? Ben oui, je m'en rappelle. Bon, c'était drôle! Ben oui. Encore plus drôle la deuxième fois. Raconte-nous là encore, Martin. Ah non, ok, vas-y donc, ton poison, c'était si fin que ça. Là. Ah ouais, vite là, parce que les hommes roses sont sur la deuxième ligne. Ils ont besoin de toi. Ben écoutez, c'est pas un poison, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant à lire. Est-ce que vous aviez déjà rêvé de savoir qu'est-ce qui se passerait si la Justice League était canadienne? Non. Ben oui, Ça a le mérite d'être là. ben oui, Marvel l'a fait avec Alpha Fly. Je t'ai fermé ton sujet. Mais là, ils prennent ça au sérieux. Puis ils ont mis Ok. un petit gars de chez nous pour écrire ça. Jeff Jeff Lemire. Lemire. Ah! Tu vas-tu parler de Black Hammer? Ben, C'est whatever. rendu une joke. Ah non, c'est Justice League United, une série du New 52 où Jeff Lemire devait écrire la Justice League après qu'elle se soit défaite après les événements contre, je pense que c'était Darkseid Ouais, Darkseid War. Puis là, la Justice League est comme en train de se reconstruire avec Martian Manhunter, Green Arrow, Stargirl, Adam Strange, qui n'est pas encore vraiment un personnage. Il est dans cette BD-là, dans le fond, c'est encore un archéologue. Puis, avec les événements, mène à lui qui devient Adam Strange. Et ça se passe en Ontario. Et on découvre aussi une super-héros canadienne qui vient des Premières Nations. C'est vraiment sympathique. C'est probablement la pire affaire de Jim Lemire que j'ai lue de ma vie. Je me demande là ce que ça en est parce que j'avais jamais entendu parler de cette série-là. Ça n'a jamais eu de rebound nulle part. Mais tu sais, on voit. Ça a eu une courte run. Il y a deux... Ça a eu une courte run. Il y a eu deux TP, je les ai tous les deux. Le premier est lu. Je sais pas quand est-ce que je vais me faire souffrir avec le deuxième. Mais... Tu sais que t'as une maladie mentale qui fait que tu vas sur Amazon, t'écris Jeff Lemire, puis tu fais boy. À tous les semaines, à tous les semaines. boy. Mais tu sais, je veux dire, il produit plus vite que je suis capable de lire ce qu'il fait. Ce qui devrait être un bon indice qu'il y a de quoi qui marche pas. Non, mais tu sais, clairement, tu sais, c'est un gars qui est hyper prolifique. Puis tu sais, il en a fait beaucoup Ah, chez oui. DC de ça. Et où même il fait des sa histoires. mère puis- des bonnes, tu sais. Mais, tu sais, je me disais, mon Dieu, que ça a l'air d'un projet de commande, que ça y tentait pas. Mais il a écrit un afterword à la fin du TP, genre de 8 pages. Non, c'est pas vrai. Ça fait genre 2 pages. Mais Il pour s'est-tu expliquer le excusé? projet. Excusez, ouais. Non, lui, tu sais, lui, il trouve ça le fun, la super-héroïne canadienne qui a apporté. Puis, Eh ben. Tant qu'à ça, t'aurais pu parler du frère Tu sais, qui allait revenir chez DC c'est- avec Sweet Tooth, au c'est moins. tout ce que j'avais peur qu'une BD où les super-héros sont au Canada fasse pas. Genre, tu sais, il y a des jokes de Poutine, puis de... Ah, c'est awkward. Genre, ben au Canada, on ferait pas ça parce qu'ils sont gentils. Tu sais, c'est comme... Ils ont toute que c'est... l'assurance maladie. Ouais, ben tu sais, on dirait que c'est un Américain qui a écrit ça. Tu sais, je veux dire... Puis c'est pas un Américain. Non, c'est ça. Il est totalement chez eux, mais j'ai pas l'impression qu'il a écrit ça avec Fait une que grosse c'est décevant. passion. Fait que ton poison que tu nous conseilles, Ben c'est non, de je lire veux de dire- quoi de pas bon. C'est Non, un, non. c'est un chef-d'œuvre de la littérature moderne. C'est du Jeff Lemire. Par contre, c'est dans ses pires. T'as pas compris le concept du poison? Non, hein? pas dans ses pires. Probablement le pire. OK. Le concept du poison, Jean-Luc, juste pour te le réexpliquer, parce que ça fait pas longtemps que tu es avec nous autres. Le concept du poison, c'est de donner envie à nos auditeurs de se procurer quelque chose Ouais. ou de prendre des nouvelles sur ce qu'on est en train de lire puis ce qu'on a aimé et surtout leur éviter de faire de mauvais choix. Et là, Ouais. toi, ce que tu as fait,
c'est de prendre un mauvais choix puis de le suggérer juste parce que c'est Jeff Lemire. Non. C'est un peu comme le poison que Bane s'injecte. Ça le rend plus fort, ça le rend une meilleure personne. Il est capable de briser Batman avec ça, mais en même temps, c'est addictif. C'est ça le poison. Ça te revient tout le temps, puis t'en as besoin. Il est comme ça, Jeff Lemire. Il faut que tu alimentes ton Jeff Lemire intérieur. Ça fait 1 an qu'il ne lit que du Jeff Lemire, puis c'est à peu près comme qu'il embarque sur le réalisateur. Il faut qu'il regarde sa filmographie au grand complet avant de passer au suivant. Voilà, il me comprend bien. Et non, je te juge. Ça a le mérite d'être clair. Tu seras pas là la semaine prochaine aux Hommes Roses. Je vais devoir me trouver un autre invité. C'est de valeur, c'était l'émission sur la dentelle. On parlait de Top Gun. Oui, de la scène de volleyball. Oui. Ton poison, genre, écoute, Alan, t'as la mission de nous sauver ça. J'ai plus de sang dans le cerveau, il a parlé volleyball, Top Gun. Ah, bon, OK, mais t'as la mission de faire voler ça plus haut. Là. OK, je vais y aller avec un poison. Agent of S.H.I.E.L.D. a fini sa série mercredi dernier. OK. Saison Après quoi? 7 ans, Agent of S.H.I.E.L.D. a fini. Oh. La série que personne pensait que ça allait continuer a quand même eu 7 saisons. C'est quand même 7 ans. C'est quand même pas si pire que ça. La série qu'on s'appellera toujours de ses débuts où, à cause de Winter Soldier, sur une saison de 24 épisodes, le punch s'est développé au 18e épisode. Ce qui fait qu'ils ont fallu pendant 18 semaines qu'ils fassent du remplissage en attendant de savoir que Hydra avait infiltré le Shield. Mm-hmm. Ce qui fait que la première saison a été un flop monumental, mais avec une finale qui était incroyable. Mais il avait déjà perdu le rôle d'histoire au grand complet à ça. Mais c'est une série que, contrairement aux autres séries, quand tu écoutes la deuxième saison, tu fais comme « Ah, la deuxième saison est bonne. » On l'a vécu avec Arrow, puis plein d'autres séries où tu arrives sur la deuxième saison. En général, c'est à partir de la 3-4 que ça commence à s'écrouler. Agent of S.H.I.E.L.D., contrairement à n'importe quelle autre série, tu faisais comme « Ah, la prochaine saison peut pas être meilleure que celle-là d'avant. » À chaque fois, tu te faisais avoir. Chaque saison augmentait. Je pense que c'était des 24 épisodes aussi, ça? Ou... les 5 premières saisons, il y avait 20 épisodes. Puis après, il a commencé à dropper un peu, là, parce que pour diverses raisons aussi. Là, il n'y avait pas beaucoup de production, puis l'auditoire n'est plus là. Puis c'est une série qui a réussi à s'ajouter aussi. Ils ont voulu qu'ils sacent dehors des acteurs maintenant à cause des coûts de production. Jamais en 7 ans, un des héros de Marvel il a fait une apparition? Au début, il y a eu Nick Fury. Okay. Il s'est pointé. Il y a déjà eu des référents une fois de temps en temps, sauf qu'on sait tout ce qui s'est passé avec ABC puis Disney. Maintenant, il y a eu une guerre entre les deux. Puis ils ont fallu qu'ils se débarrassent d'Agent of S.H.I.E.L.D. puis ils sortent de la continuité. Parce que à la fin de la deuxième saison, il y avait eu... C'était ça? Ouais, à la fin de la deuxième saison, il y avait eu le Coulson qui avait fait le call ou ce qui amenait au début d'Avenger 2. Oui. Sauf qu'à partir de là, ils ont commencé à couper la continuité. Puis ils ont fait ça de façon très brillante parce qu'ils ont commencé à ramener les Inhumans. Avec les Inhumans, avec le Terra de Genesis, puis d'autres pierres, ils ont commencé à embarquer tranquillement pas vite avec des entités démoniques, les dimensions parallèles et le voyage dans le temps. OK. Fait qu'ils se sont débarrassés de tout ce qu'il y avait de Effectivement, parce qu'à un moment donné, là, quand ils sont arrivés à la 5e saison, au moment où Thanos arrivait sur Terre, elles autres combattaient quelque chose d'autre, puis il y a un événement catastrophique qui est arrivé là, puis elles autres, ils ont voyagé dans le temps, puis se remonté dans le futur où la Terre avait explosé. OK. C'est que là, il était pas avec les cris qui étaient là, puis c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à créer des timelines différentes. Okay. Puis la 7e saison, c'est juste ça, la dernière saison. Dans le fond, en voyageant dans le temps, ils ont créé une race extraterrestre qui s'appelle les Chronicons, qui, eux, c'est des androïdes, mais leur planète est morte, puis ils veulent envahir la planète Terre. Ça fait qu'ils s'embarquent dans une course contre le temps pour réussir à annihiler le Shield à sa base, ça veut dire avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est que tu as une 7e saison qui se passe dans chacune des décennies à partir de la création du Shield. Okay. C'est qu'ils ont eu des épisodes concept du début jusqu'à la fin, des années 40, des films noirs, les slashers des années 80 avec Johnny 5 qui avait une scie mécanique qui coupait tout le monde en morceaux, il y a de ça qui en avait partout. C'est que c'est une série qui a toujours réussi à se renouveler, à accrocher le monde, puis ça reste la série où à chaque fois qu'il y avait une finale, la finale était toujours meilleure que la précédente. C'était toujours des finales qui étaient percutantes, qui étaient touchantes, puis qui étaient vraiment incroyables. Sérieusement, c'est une série qui est vraiment, vraiment bonne. Puis des personnages puis des acteurs qui sont vraiment excellents. Le couple Fitzsimmons, là-dedans, c'est un des meilleurs des séries TV qu'il y a eu dans les dernières années. Normalement, ça devrait tomber sur Disney+, éventuellement, dans pas long. Si ça vous tente d'écouter ça, je vous suggère quand même. Peut-être commencer l'épisode 18 de la première saison pour vous donner une chance. Ouais. Ça se trouve où? Parce qu'il me semble qu'à l'époque, quand c'était sorti, les DVD de la saison 2 n'étaient pas disponibles. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? La première saison disponible partout en Blu-ray DVD. Saison 2, ABC a signé une exclusivité avec Amazon.com. Et le .com est important.
OK. Fait que c'est Aux States. US. C'est que .ca, .fr et compagnie, ça n'existait pas. Ça fait que personne n'a acheté la deuxième saison. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé avec les saisons 3, 4, 5, 6 Ils par les ont pas après? faites. Ils ont pas Ils fait. ont pas fait. Il existe, mais il n'y a aucun Blu-ray. Vraiment, il faut que ce soit du hors-zone. Là. C'est quoi, c'est CBS All Access qui est... C'est ABC. ABC. Et je vais terminer avec le mien. Oui. Moi, ça va être rapide. Documentaire. Vous m'aviez fait écouter le documentaire sur Image Comics sur Amazon Prime et j'avais adoré ça. C'était un pan de l'histoire, moi, des comics qui me manquait. Là. La formation d'Image par Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee, puis toute la gang de créateurs qui étaient en arrière de ça. Il était 7 au total. Là. Eric. Le gars sur Savage Dragon. Eric Larson. Larson. Puis, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que c'est un pan d'histoire que tout bon connaisseur ou tripeux de comics doit connaître. Mais plus important encore, vous devez connaître tous les épisodes précédents de la merveilleuse histoire des comics. Et j'en ai écouté beaucoup de documentaires sur les comics, mais le plus intéressant, je suis en train de l'écouter, se fait en 6 épisodes disponibles sur YouTube. Merci YouTube. C'était à l'origine sur AMC et c'est fait par Robert Kirkman, qui est donc l'écrivain, le créateur de Walking Dead, Invincible, Oblivion Song, puis j'en oublie plein d'autres. Outcast, Thief of Thieves. Qui est rendu maintenant avec la gang de Image Comics, entre autres. Et il a fait une série qui s'appelle Robert Kirkman's Secret History of Comics. Et honnêtement, là, c'est probablement les entrevues les plus récentes, les informations les plus récentes, la façon dont c'est fait. C'est tellement intéressant, c'est tellement bon. Ça m'a beaucoup fait penser aussi au documentaire Bill Finger and I, là, où je me souviens plus du titre là, qui était sur la réappropriation des droits de Bill Finger pour Batman. Là. C'était tellement bon, c'était bien fait, puis c'est comme un peu illustré avec des comics, puis c'était super bien fait. C'est un peu le même format qu'ils ont pris pour cette série-là, et chacun des épisodes se concentre sur quelque chose d'important pour le monde des comics. Le premier épisode se concentre sur l'histoire de Marvel, de Stan Lee et de Jack Kirby. Et tout ce que vous avez besoin de savoir sur la création de Marvel, Timely Comics, Martin Goodman, qui était l'éditeur en chef, qui était un cousin de Stanley Lieber. Stanley Lieber qui gardait son nom parce que lui voulait devenir écrivain de livres à succès. Fait que c'est pour ça qu'il s'était appelé Stan Lee. La relation qu'il a à ce moment-là avec Jack Kirby, qui venait de faire Captain America avec un autre dont le nom m'échappe, je m'excuse. Il avait quitté Timely Comics. Il revient, puis à ce moment-là, Stanley était écœuré de sa job et sa femme lui dit... Ben, pourquoi tu fais pas ce que tu as le goût de faire? Tu vas partir pareil, puis c'est dans ta famille, puis ils attendent rien de toi. Puis il avait dit, OK. Il est allé voir Jack Kirby, il dit, j'ai de quoi, je veux faire de quoi. Et ils ont créé le Fantastic Four numéro 1. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point le panthéon de Marvel a été créé par 2 ou 3 personnes. Là. Ce qui n'est pas le cas de DC Comics où que chacun des personnages a sa propre histoire avec leur propre créateur. Mais dans le cas de Marvel, et c'est pour ça que Stan is the man, c'est pour ça que Stan Lee est un personnage... c'est pour ça que jusqu'à dernièrement, c'était écrit encore Stan Lee Present. Oui, parce que Stan Lee, c'est un maître, là. Il a créé tellement de super-héros dans une courte période de temps, mais pas juste parce que c'est facile de créer des personnages dans une courte période de temps, mais de les faire durer jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est phénoménal. Mais sans compter que chacune de ses créations prenait un concept de base simple. Oui. C'est X-Men, c'était le racisme. Mr. Jekyll et Mr. Hyde avec Hulk. Exactement. L'alcoolo millionnaire avec Iron Man. Fantastic Four, c'est la famille. C'est une famille. Alors, Spider-Man, c'est un adolescent. Donc, Steve Ditko, Jack Kirby, Stan Lee. Et en trame de fond, vous avez cette histoire que je trouve fascinante, c'est-à-dire celle où Stan Lee s'est créé un personnage et s'est assuré que monsieur et madame tout le monde savent c'est qui Stan Lee, mais que pour Jack Kirby... Si t'es pas un fan de comics, tu sais pas qui est Jack Kirby, mais tu sais qui est Steve Stan Ditko, Lee, mais tu sais qui est Stan Lee. Et la guerre qui s'est créée donc entre Lee et Kirby. Et honnêtement, là, c'est du génie. C'est 46 minutes par épisode. Alors, le premier épisode, c'est vraiment sur Marvel. Et le deuxième épisode que j'ai écouté hier, c'est sur Wonder Woman, qui est probablement l'une des histoires les plus fabuleuses du comic. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire-là, d'abord, allez écouter le film William Marston and Wonder Woman. Là. Je pense que c'est ça le titre, and His Wonder Woman. Il est disponible sur Netflix, je ne me trompe pas? Oui, et c'est écœurant. C'est très, très bien fait. Et le documentaire, tout vous expliquer sur ce trouble en 1940, c'est-à-dire un gars, sa femme, son étudiante. Et ils sont tous les trois ensemble dans un trouble. Et avec le temps, ils s'aiment les trois. Les 2 femmes ont une relation avec le gars, puis entre eux autres aussi. Et vice-versa. Et ils ont des enfants, puis ils élèvent une famille, je vous rappelle, en 1941.
Mais que vient faire Wonder Woman là-dedans? C'est cette création de Marston qui décide et qui se dit c'est par la jeunesse que va passer le nouveau courant d'idées. Et lui, dans son courant d'idées, la soumission à la femme était la façon de ramener la paix sur la Terre. Et il y avait des concepts de soumission, de bondage, de BDSM, il y avait toutes sortes de trucs sexuels qui ont été publiés là, à une époque. Ben, je ne sais pas s'il l'aborde dans ce documentaire-là, mais il est aussi créateur de la ligne de comics EC Comics. Oui. C'est lui qui est derrière ça, puis c'est eux autres qui faisaient les Tales from the Crypt, Haunted Fears, Exact. qui était de la bande dessinée pour jeunes, mais plutôt violente, assez gore, où ça repoussait les limites là, de ce qui se faisait. Et c'est ça qui a amené au code restrictif en fait, de la bande dessinée. ce que Marston a fait, c'est qu'il a mis la dernière goutte dans un vase déjà très plein au tournant des années 50. C'est-à-dire que quand les hommes vont revenir de la Deuxième Guerre, puis qu'ils vont voir que les femmes étaient dans des usines, commençaient à travailler, que les enfants lisaient des comics, que les comics, c'était pas toujours des affaires, c'était violent, puis que là, il y avait une femme qui se faisait attacher dans à peu près tous les pages, puis que là, la société américaine va vouloir reprendre un contrôle, puis ça va devenir prude comme société dans le courant des années 50. Là. La femme va redevenir la femme au foyer. Puis Wonder Woman va suivre la même évolution. On va lui faire perdre ses pouvoirs. On va la faire devenir secrétaire de la GSA. On va la... Perversion of the Innocence. Puis, tu sais, c'est incroyable. C'est Seduction of the Innocence. Seduction. Par William Wertham. Wertham, c'est ça. Wertham. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand tu lis les Batman de 1939, les Superman de 1938, les Wonder Woman de 1941... ou même dans les films, quand tu écoutes les Universal Monsters de 31, 32, 33, que tu écoutes, tu la vois, la coupure, quand le mouvement de censure apparaît. Tu sais, dans les années 50, et que là, les films commencent à devenir campy, puis que là, tu as toute une grosse partie de... Parce que tu écoutes ces films-là, puis tu sais, tu écoutes Dracula de 1931, là. C'est un film qui se tient encore aujourd'hui, là. Oui. Tu le sors aujourd'hui, là, juste bien filmé, là. Hey, Frankenstein qui noie la petite fille, là. C'est fucking hard. Et c'est en 1931. Alors, il y avait, tu sais, une violence ou pas une insouciance, mais quelque chose qui était là dans ces années-là qu'on a perdu dans les années 50 avec le mouvement de censure. Puis puritanisé. Exactement. Puis c'est intéressant. Puis Wonder Woman, c'est un peu ça, l'histoire. Puis honnêtement, c'est un 46 minutes là, délectable. Je sais que là, il me reste 4 autres épisodes. Il va être question de Siegel et Shuster, leur bataille ouvert Superman puis les droits de Superman. Il y a sûrement de quoi sur les indépendants, Todd McFarlane et autres. McFarlane, il y a 2-3 semaines, il avait sorti sur Sci-Fi. Je pense qu'il est disponible aussi sur YouTube. C'est Like Hell I Want. C'est vraiment c'est sur sa carrière, de la façon qu'il est parti. Puis lui, c'est un gars qui a été touché un petit peu par des bons dons dans sa vie quand même. Là. Puis il en parle de ça là-dedans. Là. C'est vraiment sa vie jusqu'à son crash, où il a fait pas s'en remonter. Puis, McFarlane est dans le documentaire de Robert Kirkman. Patty Jenkins est là-dedans. T'as Kevin Smith qui est dans le premier avec Marvel. Stan Lee avait eu le temps d'être interviewé aussi pour ça. Les enfants de Olive Byrne et de Elizabeth Marston dans l'épisode de Wonder Woman, les petits-enfants sont là. Puis c'est la première fois que moi je les voyais puis je les entendais. Honnêtement, un bijou, si vous tripez sur l'univers du comics, vous devez absolument voir ça. C'est disponible sur YouTube. Hey messieurs, on se laisse parce que on a une grosse run devant nous autres. Exactement. Donc on va être encore là 2 autres fois bien rapidement. Après ce minuscule épisode, on vous revient. 1h21. N'oubliez pas de suivre mon nouveau podcast. Oui, Les Hommes Roses sur leshommeroses.com. Puis n'oubliez pas, les cours de poterie, c'est le mercredi soir à 20h. Parfait, merci beaucoup. On va tout envoyer ça au sac de fermière.